Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire aux États-Unis bien entendu et le tout en français. Bien content de vous retrouver après une petite pause, une petite pause qui a été obligatoire puisque le matériel a décidé de, de faire des siennes. L'ordinateur ne fonctionnait pas exactement comme il le fallait, donc très difficile d'enregistrer dans ces conditions. Ça va un peu mieux au niveau de l'ordinateur, donc je me suis dit qu'on pouvait faire un épisode cette semaine. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous retrouvez cet épisode et tous les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, toutes les plateformes de podcast. De la même façon, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Twitter par exemple, Facebook, Instagram et j'en passe. Et on va commencer sans plus tarder puisqu'on a un programme assez sympathique. Allez, c'est parti! Et on peut dire qu'il s'en est passé des choses, forcément, on s'approche de plus en plus de la fin de la saison régulière, il ne reste plus que 2 semaines environ. Les tournois de conférence vont commencer dans la dernière, on va dire, semaine de mai ou dernière dizaine de mai. Donc vraiment là on est dans le clutch, tout simplement, on voit que chaque confrontation pèse, que ce soit en termes de bataille dans les conférences, mais aussi en termes de ce fameux RPI ou RPI dont j'ai parlé et reparlé, et qui est une métrique, pour faire vraiment au plus simple, qui est utilisée par le comité de sélection lorsqu'il sélectionne les 64 équipes. On va justement faire un jeu sur ce podcast, donc c'est vraiment un podcast spécial. Avant de faire ce jeu, on va quand même parler du top 25 de la semaine, puisqu'il y a eu du mouvement. Le principal à retenir déjà, c'est cette fameuse série très sympathique entre Kentucky qui recevait Arkansas. Et de ce résultat, du résultat de la série, découle un premier gros changement. Arkansas, qui a été en tête pendant longtemps avant que Texas A&M les supplante et qui ensuite est resté deuxième, descend à la 5e place puisqu'ils ont perdu la série 2-1 du côté de Lexington. Ils avaient remporté le premier match et beaucoup d'observateurs avaient un peu peur pour Kentucky, pour qui les dernières semaines ont été toujours très bonnes, mais un tant soit peu, un tout petit peu, à peine, plus compliqué que le rouleau compresseur qu'on pouvait voir sur les 8-9 premières semaines de compétition, de conférence. Kentucky là, a prouvé qu'ils sont bien à prendre au sérieux, tandis que Arkansas, pour le coup, rien de dramatique, ils ont perdu face à une des plus grosses équipes de la saison, rien de dramatique, mais en soi c'est quand même une petite chute dans ce top 25. Et du coup, à qui profite le crime ? À Tennessee, parce que Tennessee, au contraire de Texas A&M, a remporté sa série à l'extérieur. Ils sont partis du côté de Florida. Florida, où ça va devenir de plus en plus compliqué de trouver des motifs d'espoir quant à une qualification pour le tournoi national. Rien n'est perdu, mais ça devient de plus en plus compliqué. Texas A&M, de son côté, a perdu du côté de LSU. Serait-on en train d'assister à un retour de LSU d'ailleurs, puisque LSU est sur 3 séries gagnées consécutivement. Leur problème, c'est qu'ils partent de tellement loin et qu'ils n'arrivent pas à sweeper les adversaires pour pouvoir rattraper le retard de manière plus rapide. Ils sont toujours, on va dire, dans un ventre mou et en délicatesse vis-à-vis d'une qualification potentielle au tournoi national. Mais on a donc en termes de classement Tennessee en tête, Clemson qui a passé une bonne semaine avec notamment un week-end victorieux face à Georgia Tech est deuxième. Texas A&M descend donc en 3e place, Kentucky est 4e, Arkansas 5e, East Carolina, dont je ne parle pas beaucoup puisqu'ils sont malheureusement dans une conférence très compliquée, mais qui a réussi aussi des grosses performances en midweek face à des gros adversaires, est 6e. Oregon State, c'est un cas assez particulier puisqu'ils sont actuellement 7e, ils ont gagné la série de ce week-end, mais alors qu'on pensait les voir dominer la Pac-12, ils ne la dominent pas. Et on va y revenir. Florida State est 8e après une semaine très courte. Duke est 9e après aussi une semaine très courte. Virginia revient dans le top 10 en 10e position après une semaine très courte. UNC également semaine très courte est 11e. Wake Forest 12e gagne une place après une semaine parfaite. South Carolina, Mississippi State et Georgia montent en termes de classement après des séries victorieuses, et notamment Georgia qui a torpille un Vanderbilt qui va vraiment, mais vraiment très mal. UC Irvine est 16e après une série compliquée ce week-end en conférence qui fait le bonheur de UCSB, Santa Barbara, en Big West. Arizona
continue son bonhomme de chemin avec encore une série positive. Et je pense que c'est eux d'ailleurs qui sont en tête en Pac-12, hein, à vérifier, mais je pense que c'est eux. Ils sont donc 17e. Oklahoma continue aussi son bonhomme de chemin en tête de la Big 12, hein, et donc ça se ressent avec une 18e place. Oklahoma State, après une série perdue face à Texas, est 19e. Indiana State est 20e. Troy rentre dans le classement après avoir battu justement Louisiana, hein, qui le dépasse d'une tête d'ailleurs, hein, 21e Troy, 22e Louisiana. NC State a perdu ce week-end en termes de série, ils sont donc descendus à la 23e place. Oregon, ça doit jouer entre Oregon et Arizona d'ailleurs, hein, pour la tête de la Pac-12. Et donc 24e en entrant de nouveau dans le classement. Et UC Santa Barbara Falmouth Arch en rentrant de nouveau dans ce classement à la 25e position, mais tout en haut de la Big West, et c'est ça qui importe. Je rappelle, hein, ce top 25 est confectionné par D1 Baseball, hein, qui est le fournisseur officiel, on va dire, hein, de la NCAA en termes de top, hein, parce qu'il y a plusieurs top 25. Si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous verrez un top 25 de baseball américain, un top 25 de Perfect Game, un top 25 de College Baseball Nation, un top 25 de College Baseball Central, etc. etc. Mais celui qui est officiel, hein, au niveau de la NCAA, c'est celui de D1 Baseball, donc il est de sortie chaque semaine, et chaque semaine je le commente. Donc là les amis, j'ai envie de faire quelque chose d'assez sympa, quelque chose qui se fait, je pense, beaucoup plus en live qu'en podcast, mais bon là on va le faire en podcast parce que j'ai pas les moyens de faire un live avec vous, hein, décalage horaire, etc., etc., c'est pas la chose la plus simple, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien démocratiser sur les prochaines années si possible. C'est ce qu'on appelle le Projected Field of 64. C'est un peu en fait comme quoi faire des projections sur le bracket qu'on va avoir en fait, hein, en juin avec les 64 équipes qui, à date, selon moi et selon bien sûr les métriques, hein, parce que c'est pas vraiment selon moi, vont faire partie de ce groupe de 64 équipes pour se battre pour le titre national. Pour ceux qui regardent beaucoup les sports universitaires, notamment le college basket, ça se fait beaucoup, hein, on entend dans beaucoup de podcasts, beaucoup d'émissions, ce fameux Projected Field. Enfin, c'est pas de la même façon parce qu'il s'agit de March Madness, hein, en basket, et c'est pas sur un terrain herbeux. Mais bref, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'ils vont projeter un peu les 64 équipes qui, selon eux et selon les métriques, vont se qualifier pour la prochaine March Madness, par exemple. Nous, on va faire le même jeu, mais pour le tournoi de baseball, hein, national. Et pour ce faire, en fait, avant que je commence, je vais expliquer les règles. Je vais pas inventer, en fait. Je vais pas sortir des noms juste parce qu'ils me plaisent. Ce qui se passe, c'est que je vais sortir du côté... je vais ouvrir mes onglets internet. Je vais avoir 3 onglets. Un onglet qui va me permettre de regarder les classements de conférences. Un onglet qui va me permettre aussi de rester à hauteur de tout ce qui se passe en termes de D1 baseball, hein, notamment le top 25 va me servir de référent pour les équipes qui vont être hautes, hein, en termes de projection. Je vais avoir aussi un onglet qui va s'attarder sur le RPI. Pourquoi ça? Parce que comme je le dis assez souvent, le RPI est l'une des métriques, si ce n'est la métrique, hein, favorite jusqu'à présent en tout cas, du comité de sélection, et ce qui leur permet en fait d'ajouter un poids dans leurs décisions. Ce RPI se base sur pas mal de métriques, sur pas mal de critères, et à ce RPI, je vais confronter en fait les calendriers un peu des équipes et aussi les victoires qu'ils ont fait en fonction des quadrants. Encore une fois, j'explique, hein, les quadrants, en fait, il y a 4 quadrants pour faire simple. C'est une façon en fait de départager les équipes par rang. On va dire que du rang 1 au rang... alors je sais plus si c'est les 25, c'est le quadrant 1. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et après, on passe directement de 25 à, je sais plus si c'est 50 ou 70 ou etc. C'est le quadrant 2, et etc. jusqu'à quadrant 4 qui va être la dernière partie en fait, hein, en termes de force, on va dire, des universités. Avec toutes ces choses-là, et j'espère que je ne vais pas vous perdre, je vais en fait détailler, et vous dire, ok, on va commencer par exemple par les équipes qui selon moi vont être les hôtes. Il y a 16 hôtes en tournoi national, hein, 16 hôtes en termes de région, pour les Regionals, hein, qui est le premier tour du tournoi national. Et dans ces 16 hôtes, les 8 premiers sont les hôtes en fait, qui vont être hôtes jusqu'au bout, si tout se passe bien pour eux, puisqu'ils vont être hôtes des Super Regionals, à date. Bien sûr, s'ils sont éliminés avant les Super Regionals, du coup ça shift, hein, en fonction de l'équipe qui s'en sort dans leur Regional avec le meilleur rang. Mais à la base, c'est un peu comme ça que c'est calculé. Donc, pour résumer, je vais commencer par regarder quelles sont, selon moi, les 16 équipes qui vont être hautes en termes de projection. Et ensuite, on va s'attarder sur quelles vont être les équipes qui vont compléter, hein, le fil de 64, c'est-à-dire quelles vont être les 64 équipes qualifiées
peut-être en fonction de là où ça va m'amener, parce que je vais le faire vraiment en direct, même si pour vous ça sera pas un direct, mais là j'ai rien préparé à l'avance, j'ai juste mes onglets que je vais sortir, à partir des onglets je vais regarder un peu et comparer, et c'est un peu ça le jeu, et ensuite vous donner en fait les équipes qui selon moi paraissent bien pour se qualifier. Je le rappelle pour finir, en termes de baseball universitaire, il y a déjà ce qu'on appelle les automatic bid. L'automatic bid en fait c'est le bid, c'est en fait le gain pour accéder au tournoi national par le fait d'une victoire dans son tournoi de conférence. Il y a la saison régulière de conférence qui va donner un champion de saison régulière, et ensuite il y a ce qu'on appelle le tournoi de conférence. C'est tout simplement un tournoi, et le vainqueur de ce tournoi récupère un bid automatique, c'est-à-dire une qualification automatique pour le tournoi national. Donc, moi, quand je vais faire mes projections, je vais à la fois projeter quelles sont les équipes qui vont passer, et en même temps, je vais faire une mention, je vais dire, ok, parmi les équipes qui vont passer, celle-là, pour moi, c'est l'équipe qui passe en automatique bid. Donc, voilou. J'espère que ça va être sympa pour vous et pas trop lourd à suivre, mais vous inquiétez pas, je vais découper en deux principales. Je vais d'abord parler des 16 équipes hautes, tout simplement, et ensuite, après la pause, je vais vraiment faire conférence par conférence qui, selon moi, passe, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. J'espère que vous êtes prêts. On se fait une mini transition musicale pour pouvoir vraiment partir sur les chapeaux de roue. Ok, donc j'espère que vous êtes prêts. J'ai ouvert les onglets. Je peux vous confirmer comment ça se passe pour les fameux quads avant qu'on commence. Quad 1, c'est position 1 à 25, 2, 26 à 50, 3, 51 à 100. Et quad 4, c'est 101 jusqu'à la fin. 300 et quelques. Jusqu'à 300 et quelques équipes au niveau du D1 baseball. On va commencer, comme j'ai dit, par les équipes hautes, selon moi. On va s'aider pour cela de différentes choses. J'ai devant moi le classement en termes de RPI ou RPI, comme j'en ai parlé juste auparavant. J'ai également le top 25 toujours open, toujours ouvert à côté. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais faire des allers-retours entre ces deux onglets, et j'ai un autre onglet, on va dire, qui est un peu plus libre, puisque là, actuellement, cet onglet, il est sur la SEC, les standings en SEC. Pourquoi ça? Puisque les équipes qui ont les meilleurs RPIs, sur les 5 premières équipes en termes de RPIs, 4 sont de la SEC. Donc ça paraît plus simple, en tout cas pour parler des 4 premières équipes que je vois en termes d'hôtes, celles qui vont être 1, 2, 3, 4 en termes d'hôtes, de regarder un peu le classement SEC aussi à côté, pour vous donner un peu plus de contexte. Alors, l'équipe qui est en tête en termes de RPI, je vais vous le dire d'ores et déjà, c'est Texas A&M. Maintenant, Texas A&M vient de perdre. Ils ont perdu la série du côté de LSU. D'accord? En perdant du côté de LSU, ils se retrouvent à, je pense, 2 matchs derrière Kentucky. Actuellement, Kentucky, c'est l'équipe tout en haut de la SEC. C'est l'équipe en tête de la SEC avec 2 victoires d'avance sur Texas A&M et je pense 1 victoire d'avance sur Arkansas. Kentucky, c'est aussi le deuxième RPI, c'est-à-dire le deuxième meilleur RPI de la nation. Juste avec ces métriques, sans avoir besoin d'aller plus loin, je peux vous dire tout d'abord que moi, ma première équipe qui va être haute, celle qui est numéro 1 en termes de projection à l'heure où je parle, et regardant aussi le calendrier qui leur reste, c'est Kentucky. Si vous suivez bien, j'ai dit que Texas A&M était en tête, ils ont perdu leur série. Kentucky a gagné, Kentucky est devant. Kentucky a un match d'avance donc sur Arkansas, Kentucky a un match d'avance sur Tennessee et 2 matchs sur Texas A&M. Maintenant, je vous ai dit qu'en termes de RPI ou RPI, Texas A&M est en tête. Donc quand on prend cette constante en place du RPI, plus le fait qu'il soit toujours dans le top 3 du top 25 actuellement, et qu'il soit tout simplement dans le top 3 ou 4 de la SEC actuellement, meilleure conférence du pays, ça fait que moi, mon signe numéro 2, c'est Texas A&M. Donc sachez-le d'ailleurs, au passage, je suis en train de noter en fait mes seeds en même temps. Et je pense que quand je vais sortir l'épisode, je vais aussi sortir peut-être une sorte de tableau qui va vous récapituler un peu mes équipes hautes et toutes les équipes qualifiées selon moi. Alors je vais pas aller aussi loin que les journalistes, c'est un peu leur boulot, et eux ils ont vraiment tout le temps de le faire, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment vous faire un bracket.
ils vont vous donner chaque regional, et dans chaque regional, ils vont donner la composition de chaque groupe, c'est-à-dire les 16 groupes de 4 pour 64 équipes. Moi, malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça, et je m'en excuse à l'avance, donc ça va être au mieux que je peux, c'est-à-dire que je vais vous faire les 16 hautes, et ensuite je vais vous donner vraiment toutes les équipes qualifiées selon moi. Il y aura peut-être plus que 64, je vais peut-être utiliser le principe de bulle, mais je vais y revenir un peu après. Donc bref, revenons à nos moutons. Maintenant, et ça se gâte déjà pour moi, au moment où je regarde un peu comment ça se passe. Alors, je vous explique. En termes de RPI, la troisième position revient à Arkansas actuellement. Maintenant, Arkansas, comme je viens de dire, ils viennent de perdre une série justement face à Kentucky. Arkansas, après là c'est plus un feeling, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui peut terminer tout en haut de la S ici, mais en même temps, il leur reste 2 séries, et personnellement, je ne les vois pas gagner les 2 séries. Donc là, c'est un avis personnel par rapport au calendrier que je vois. Ce qui fait que malgré leur RPI numéro 3, j'ai pas envie de les mettre 3e là-dessus, j'ai envie de mettre Clemson. Pour moi, Clemson est mon numéro 3 actuellement, parce que je regardais en même temps, hein, je suis en train d'ouvrir, je viens d'ouvrir l'onglet ACC, parce que je vais avoir aussi de la ACC qui va venir en masse, incessamment sous peu. Et donc j'ai Clemson en numéro 3, et ensuite en numéro 4, j'ai Arkansas. Donc si je récapitule mes 4 premières têtes de série, c'est Kentucky, Texas A&M, Clemson et Arkansas. Une dernière chose avant de passer à la suite, parce que je regarde aussi les quads bien entendu, mais ce qui peut vous convaincre, je n'ai pas envie de vous convaincre forcément, mais ce qui peut convaincre aussi de mettre Arkansas après Clemson, c'est leur bilan en termes de quad. C'est-à-dire que dans le quad 1, Arkansas est en 9-8, 9 victoires, 8 défaites, tandis que Clemson est en 13-5. C'est-à-dire que dans les équipes du top 25, Clemson a quand même beaucoup mieux réussi que Arkansas. Voilà, et voilou. C'est pas si simple. On va passer maintenant de la position 5. J'ai envie qu'on aille un peu plus vite, sinon le podcast va durer très longtemps. On va passer de la position 5 à la position 8, et ensuite on va faire directement de la 9 à la 16, pour finir avec tout ce qui est haute. Donc de la 5 à la 8 maintenant. En 5e position, là aussi j'ai hésité, je mets Tennessee. Alors, Tennessee en termes de RPI, c'est le 8e RPI du pays, donc c'est pas mal. Ils sont en 9 victoires, 7 défaites en termes de quad 1. En global, sur les 2 premiers quads notamment, ils sont en 17-8, ce qui est quand même bien plus intéressant quand on regarde les chiffres. Et j'hésitais à les mettre 5e face à North Carolina, Florida State et East Carolina. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi. North Carolina, par exemple, ils sont en tête à égalité avec Clemson de la ACC. Voilà. Tennessee est un peu derrière en termes de SEC. Maintenant, pourquoi j'ai pas mis UNC, puisque même s'ils ont un meilleur RPI aussi que Tennessee, ils sont 6e en termes de RPI et Tennessee est 8e, ils ont un bilan négatif en termes de quad 1. Ils ont 6 victoires pour 7 défaites. Donc voilà quel est mon tiebreaker. Florida State, pour le coup, a un bilan en termes de ACC inférieur à UNC. En global, inférieur aussi à Tennessee, même si c'est pas sur la même conférence. Florida State de son côté est en 7 victoires, 7 défaites face au quad 1, avec un RPI qui les place en 7e position. Du coup, ECU pour eux, ECU paye un peu en fait la conférence dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que ECU pour moi c'est un hôte, c'est un top 8 en termes d'hôtes. Pour l'instant je les mets 7e, puisqu'ils font une très grosse saison. Ce qui les sauve un peu, c'est leur calendrier hors conférence. Ils ont réussi des belles performances face aux autres équipes de Caroline du Nord notamment, et de Caroline en général, ce qui les aide à booster leur RPI, puisque ce qui se passe dans leur conférence par contre, c'est très compliqué. Et pour qu'ils restent hautes dans le top 8, pour moi, il faut qu'ils clairement gagnent complètement la conférence, que ce soit en termes de régulière et en termes même de tournoi. Pour moi, c'est la condition pour qu'ils soient dans le top 8. S'ils perdent dans le tournoi, ils peuvent toujours être hautes selon moi, mais plutôt dans les places 9 à 16. Donc voilà, pour moi, 5e Tennessee. 6e, je mets North Carolina devant FSU pour le bilan en ACC, parce qu'ils sont dans la même conférence, donc pour le coup, je peux comparer les bilans de conférence. En 7e, je mets ECU pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'ils surdominent leur conférence, mais aussi hors conférence, ils ont réussi des belles performances qui leur permet de pouvoir prétendre à une place 1 à 8, et je les mets pour l'instant devant Florida State. Je les mets devant Florida State, encore une fois, vis-à-vis aussi du bilan Quad 1.
East Carolina, c'est vrai, ils ont eu moins de matchs quad 1, mais ils sont quand même en positif, ils sont en 5-2, tandis que Florida State est en 7-7. Voilà, voilà. Donc je récapitule pour finir les places 1 à 8. Kentucky, Texas A&M, Clemson, Arkansas, Tennessee, UNC, ECU et FSU. Voilà, voilà. Passons maintenant des places 9 à 16. Alors là, pour le coup, ça devient vraiment compliqué. On commence à faire vraiment des calculs d'apothicaire et c'est un peu aussi à la vision, à ce qui nous a fait plaisir, aux choses un peu plus personnelles. Par exemple, il y a des équipes que moi je n'ai pas vues et forcément, peut-être le ressenti est un peu différent. J'ai un peu plus de mal à me projeter et les voir aussi haut que certains experts peuvent les voir. Donc, me suivez pas sur forcément ce que je vais dire, mais je vais quand même toujours m'appuyer sur les métriques dont j'ai parlé. Je vais rester le plus aligné avec ce que je vois là sur mon écran, mais je vais aussi avoir certaines références. Et c'est pourquoi en 9ème position, pour moi, c'est Oklahoma que je mets. Alors, je vais m'expliquer, parce que Oklahoma, je vais pas vous mentir, ils ont un RPI, entre guillemets, par rapport aux autres candidats pour postuler aux places 9 à 16, un peu en dessous. Actuellement, leur RPI, c'est RPI, ils sont 18e en termes de RPI en ce moment. Par contre, ce que je regarde aussi, comme j'ai dit, c'est les quads. En termes de victoires sur les quad 1 et quad 2, en cumulé, ils sont en 28. 9-5 quad 1, donc ils sont en positif quad 1 et quad 2, et 9 victoires, 5 défaites face au quad 1, donc au top 25. 11 victoires, 3 défaites face au top 50, enfin 26 à 50. Donc c'est pourquoi je les vois là, et surtout parce que comme je suis beaucoup la Big 12, je sais que c'est l'équipe en tête actuellement de la Big 12, ce qui fait peut-être un peu mal, et c'est pourquoi leur RPI est un peu plus bas, c'est-à-dire que ils ont un bilan négatif en quad 3, c'est-à-dire les équipes de 51 à 100, ils sont en 2 victoires, 7 défaites seulement. Et donc quand on voit leur bilan au global, c'est 29-17 seulement, ce qui fait que c'est compréhensible de les voir plus bas, pour les experts qui les voient plus bas que cette fameuse 9ème position. Mais vraiment, ils gagnent la Big 12 actuellement, donc pour moi ils vont la gagner, en termes de régulière au moins. Ils arrivent, et notamment grâce à la Big 12 aussi, ils arrivent à battre des équipes notamment du top 25 et du top 50 en général, donc ça devrait continuer. Maintenant, ça serait pas choquant de ne pas les voir 9ème comme moi, mais pour moi ils seront 9ème. Ce qui fait que la grosse équipe mid-major du moment, que tout le monde voit 9ème d'ailleurs, je pense, j'ai pas pu écouter cette semaine, mais la semaine dernière par exemple, ils étaient 9ème. Indiana State. Indiana State, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe de Missouri Valley Conference, la MVC. Ils sont en tête là-bas, tout va bien, leur bilan global il est de 34-10. Pourquoi moi je les vois 10e plutôt que 9e? Déjà parce que c'est une mi-major, donc de par l'adversité, ils vont être vus moins haut. Ensuite, en termes de quad 1, et c'est normal, je veux dire, c'est pas honteux, ils sont en 4-6, 4 victoires, 6 défaites, ce qui est déjà énorme. Mais ils sont quand même en négatif, contrairement à Oklahoma. Et donc, encore une fois, Oklahoma domine la Big 12, qui est une des Power Conferences, alors que Indiana State a peut-être moins de concurrence en termes de talent pur. Donc, 9e pour moi, Oklahoma, 10e, Indiana State. On va passer au 11e, qui pour moi est Virginia. Personnellement, j'ai hésité entre Virginia et Duke, donc vous comprenez directement que si je dis ça, c'est que pour moi, 12e à l'heure actuelle, c'est Duke. En fait, les deux équipes sont dans la même division, de la même conférence, elles ont le même bilan, tout simplement. Maintenant, quand on se rapproche un peu plus des détails, notamment du fameux RPI, actuellement, Virginia a un RPI de 12. Enfin, c'est mal dit. Ils sont 12e en termes de RPI, pour être plus français et plus correct, tandis que Duke est 17e. Ensuite, quand je regarde en termes de quad, ça se vaut. Duke est à 11 victoires, 9 défaites, tandis que Virginia est en 7-5 face au quad 1. En quad 2, Duke ils sont en 4-2, si je dis pas de bêtises, tandis que UVA sont en 9-6, donc voilà, encore une fois, ça se vaut. Pareil pour le quad 3, ils sont invaincus. Et le quad 4, ok, Duke a 2 défaites de plus que UVA. Mais ce que je regarde aussi, c'est un peu ce qui se passe dans la conférence. Et notamment le fait que UVA, par rapport à leur calendrier, je les vois peut-être finir un peu plus haut que Duke. Donc c'est pourquoi, pour moi, UVA est 11e en termes de host, et 12e, ça sera Duke. Ok, et là maintenant, j'arrive dans les problèmes. Pourquoi ça? Puisqu'il me reste donc 13, 14, 15 et 16. Et maintenant, je vais vous faire d'abord un état des lieux. Comme ça, je vais réfléchir en même temps. En termes de RPI, de RPI, on va dire dans les équipes bien classées, on va dire à partir de la 11e position, on a Wake Forest,
Alabama en 13e, South Carolina en 14e, Oregon State en 15e, UCSB, donc UC Santa Barbara en 16e, on vient de faire Duke, on vient de faire Oklahoma, donc on va les passer, et en 19e, j'ai Mississippi State. Donc déjà, moi, je vais regarder dans ces équipes-là. Dans ces équipes-là, il y a déjà deux équipes que moi, je vais éliminer pour l'instant. C'est Wake Forest et Alabama. Wake Forest, c'est vrai que là, ils reviennent quand même beaucoup mieux, hein, mais avec leur saison, enfin leur moitié de saison un peu catastrophique, bah, ils se retrouvent avec un quad 1 pardon, de 8-12, donc c'est en deçà de la plupart des autres équipes dont je viens de parler. Ils sont à peu près ex aequo avec Alabama. Alabama, il y a plus de matchs, donc c'est 12-16 hein, face au quad 1, mais c'est un peu le même principe. Peut-être trop de défaites pour vraiment être un hôte en termes de quad. En termes de RPI, ils sont bien, mais pareil, en termes de classement, voilà l'autre métrique que je prends en compte hein, en termes de classement. Par exemple, Alabama, et ils sont en 10-14. Juste pour vous donner un exemple. Euh, du côté de Wake Forest, on est quand même mieux. Hein. Ils sont quand même bien revenus. Ils sont en 12-12. Donc ils sont à 50%. Mais tout ça fait que je les vois quand même en dessous des équipes que je vais choisir, je pense. Donc, on va commencer par en 13e position, on va mettre Georgia. Pourquoi? Georgia, déjà, en termes de RPI, c'est le 5e RPI du pays. Donc ça les aide forcément. En termes de victoires dans les quads, c'est pas exceptionnel, mais ils sont quand même en positif. Hein. 10 victoires, 9 défaites dans le quad 1, 7 victoires, 1 dans le quad 2, 6-1, quad 3 et 12-1, quad 4. Donc, ça aide à les voir assez haut. Maintenant, si je regarde en termes de classement, par exemple dans leur conférence, bah, Georgia, mine de rien, ils sont en 13-11. Hein. Ils sont 3e de la SEC East, à égalité avec South Carolina, dont je vais reparler juste après. Et donc, pour moi, c'est un peu le choix que je vois le plus simple. J'imagine en termes de projection qu'ils vont pas forcément gagner les deux séries qui leur restent, mais s'ils finissent en 3-3, on va dire, ça fait 16-14, c'est honnête. Donc pour l'instant, Georgia, c'est mon numéro 13. En numéro 14, je viens de parler d'eux, c'est South Carolina du coup. South Carolina, ils sont en 13-11 eux aussi hein, dans leur conférence. En termes de RPI, j'en ai parlé, ils sont 14e. Donc ça correspondrait bien avec la position dans laquelle je les mets. En termes de victoire dans les quads, ils sont à 12-12, hein, donc 50%, c'est pas ouf, hein, mais ça va. Puis après, ils sont largement positifs dans le reste des quads. Tout ça fait que je les vois par exemple devant une équipe comme Mississippi State, et je pense que c'est eux que je vais éliminer du coup de la course. Mississippi State en termes de RPI sont 19e. En termes de victoire dans les quads, ils sont à 19, ce qui est bien, hein, en quad 1, 19, c'est un peu plus de 50%. Et après, si je regarde les standings, Mississippi State sont 14-10, donc ils ont une victoire d'avance sur South Carolina. Mais encore une fois, le RPI est souvent pris en compte, et pour l'instant, South Carolina, à date, ils ont un meilleur RPI. Rien n'indique que ça va pas évoluer forcément avec les deux séries qui restent, mais le problème c'est que les deux équipes rencontrent quand même des équipes de la SEC, donc en général, leur RPI va pas être impacté négativement. C'est pourquoi moi je choisis en fait un South Carolina vis-à-vis de Mississippi State. Et pourquoi, par exemple, je ne mets pas Mississippi State 15e, par exemple, ou 16e, puisqu'après, je regarde quand même, il reste dans les équipes que j'ai citées, Oregon State. Alors, Oregon State, ils pourraient ne pas être hautes, puisque leur problème, c'est que ils sont un peu pénalisés par le fait qu'ils ne sont pas en tête de la Pac-12 à l'heure où je parle. Ils ont notamment des défaites, notamment face à Cal, par exemple, qui font tâche. Ils sont, je pense, à un ou deux matchs de la première place. Donc pour moi, pour qu'ils valident complètement leur ticket dans les 16 hautes, c'est pour eux de gagner la Pac-12, ce qui n'est pas fait. Mais à l'heure actuelle, moi je les vois 16e. Et ensuite, UCSB, ils viennent de clairement prendre les commandes de la Big West, hein, c'était la condition sine qua non. Mais après, même en termes de RPI, c'est quand même très intéressant, hein, puisque je le rappelle, ils sont UC Santa Barbara 16e. Alors, en termes de victoire, ils sont en 3-3, donc 50% en quad 1. Point de major, c'est bien, on regarde ça aussi. 8-4 quad 2, 5-4 quad 3 et 16-1 quad 4. Donc, je privilégie Oregon State et UC Santa Barbara devant Mississippi State pour aussi ne pas avoir trop d'autres, hein, parce qu'il y a toujours ces calculs-là aussi en termes d'autres. Parce que si je mettais Mississippi State avec South Carolina, avec Georgia, sachant qu'il y a déjà Tennessee, Arkansas, Texas A&M et Kentucky, ça voudrait dire qu'il y a 7 autres qui viennent de la SEC sur les 16. Sur une saison telle que la saison actuelle, avec par exemple des grosses powerhouses comme Florida et LSU un peu sur le banc de touche pour l'instant, j'ai du mal à imaginer plus de 6. Ça pourrait être 7, hein, ça pourrait même être 8 par exemple, mais moi, en tout cas dans mes projections, j'en vois pas plus de 6.
Donc c'est pourquoi je vais mettre en 15e UCSB, UC Santa Barbara, et je tape en même temps que je parle. Et en 16e, je vais mettre Oregon State pour le moment. De toute façon, c'est des projections, donc je peux très bien être dans le faux. Donc voilà, on a fait nos 1 à 16. Je récapitule, un premier Kentucky, deuxième Texas A&M, troisième Clemson, quatrième Arkansas, cinquième Tennessee, sixième UNC, septième ECU, huitième Florida State. Ces équipes-là sont potentiellement hautes jusqu'au Super Regionals. En 9e, on a Oklahoma, 10e Indiana State, 11e UVA, 12e Duke, 13e Georgia, 14e South Carolina, 15e UC Santa Barbara et 16e et dernière haute, Oregon State. Ça nous fait donc voilà une belle première chose de faite. On fait une petite pause et ensuite on va faire ce qui devrait aller un peu plus vite, le reste. Certes, il y a beaucoup plus d'équipes à donner, mais là en fait vous allez voir comment je vais faire. En fait, je vais me mettre conférence par conférence, je vais me dire ok, cette conférence là par rapport voilà, aux autres conférences, parce qu'il y a une ou deux équipes qui se qualifient seulement par exemple, et voilà quelle est mon équipe. Voilà. Je reviens dans 30 secondes. Ok, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Cette partie-là, je vais essayer de la faire plus rapidement. Je vais, comme j'ai dit encore une fois, je vais aller par conférence. C'est quand même une trentaine de conférences, donc c'est pas si rapide que ça. Mais je vais me baser sur le classement et sur le RPI en fait. Et je vais à peu près essayer d'imaginer, parce que il y a des conférences clairement qui n'ont qu'un seul bid par exemple, et ce bid ça sera un automatique bid. Ça veut dire que l'équipe qui termine leader de la conférence en saison régulière n'est pas forcément celle qui va remporter le tournoi de conférence, donc c'est pas forcément celle qui va être qualifiée. Mais moi, dans ma tête, dans mon esprit, je vais partir plutôt là-dessus. L'équipe qui semble, par exemple, si c'est une équipe qui est au-dessus du lot, qui est en tête de la conférence en termes de saison régulière et qui a un bon RPI, c'est celle que je vais sélectionner, clairement. Il n'y a que dans le cas où il y a des choses un peu plus serrées et qu'après je regarde le RPI entre les deux premiers, par exemple, que je peux trancher. Mais au-delà de ça, je risque d'aller un peu plus vite par rapport à ça. Donc sans plus tarder, on va regarder d'abord, on va aller dans l'ordre alphabétique. Donc on va regarder la America East pour commencer. En America East, ça devrait aller vite, puisque l'équipe qui est en tête, Bryant, est assez largement en tête. Attention quand même à UMBC qui n'est qu'à 3 matchs. Mais actuellement, même en termes de bilan overall, Bryant c'est 29-16, alors que UMBC c'est 22-20. Je pense pas qu'il reste assez de temps, il ne reste que 2 semaines encore une fois, donc c'est-à-dire 2 séries. Je pense pas qu'il reste assez de temps pour vraiment avoir un shift entre Bryant et UMBC. Alors Bryant en termes de RPI c'est 130, mais UMBC c'est 196. Donc clairement, il y a un gros gap même entre ces deux équipes-là qui sont quand même on va dire plutôt dans l'arrière du peloton, surtout pour UMBC en termes de RPI. Donc on va aller vite, pardon. Équipe qualifiée en America East, il n'y en a qu'une seule déjà, ils n'ont pas assez de force en présence et ça sera Bryant. En AAC, la fameuse conférence de East Carolina où le paradoxe est très clair, je vois une seule équipe se qualifier et ça sera East Carolina. Pour parler en 30 secondes, UTSC a pendant longtemps tenu la dragée haute en termes de classement de conférence, mais même malgré ça, leur bilan n'était pas exceptionnel et en plus ça, leur RPI est dans les 100 et quelques. Je pense qu'ils sont 112 à l'heure actuelle avec un bilan de 27-20. L'autre équipe qu'on imaginait à mieux que ça dans son changement de conférence, c'est Charlotte. Charlotte n'est qu'en 11-10 dans la conférence, et pareil en termes de RPI c'est 110, et en plus de ça en termes de bilan overall c'est négatif, 22 victoires, 27 défaites. Donc très clairement East Carolina seul vainqueur. La seule chance encore une fois, si on veut vraiment aller dans les détails, ça serait que East Carolina ne gagne pas le tournoi de conférence, et dans ce cas là l'automatic bid ira à l'équipe qui gagne le tournoi de conférence, et East Carolina sera forcément dans ma tête par contre qualifié. C'est la seule façon pour qu'il y ait 2 équipes de cette conférence qualifiées. Mais pour moi, dans cette projection, une seule qualifiée, c'est East Carolina. La prochaine conférence, c'est l'Atlantic 10. Là aussi, je ne vois qu'une seule équipe se qualifier. Cette équipe, c'est Saint-Louis. Saint-Louis est en tête, mais n'a qu'un demi-match avant sur Dayton. Mais après, je vois pas dans cette ligue, dans cette conférence, plus d'une équipe se qualifier dans tous les cas, puisque le meilleur RPI, je pense, c'est Saint-Louis justement. Ils sont 80 et quelques en termes de RPI.
Ensuite, on a VCU qui n'est que quatrième ou cinquième. Hein. VCU, j'y ai longtemps cru, parce que pour la petite histoire, hein, je suis l'Atlantic 10, puisqu'en fait, VCU, c'est à Richmond, et je passe presque la moitié de mon temps à Richmond. Il y a aussi l'université de Richmond que je suis, qui a fait une belle campagne. Hein. Eux qui sont beaucoup plus modestes, par contre. Euh, Ils sont, je pense, 6 ou 7e à l'heure où on parle, mais ils n'ont qu'un demi-match de retard sur VCU, mais bref. Donc je connais bien cette conférence où il y a aussi George Washington, hein, l'une des facs de la capitale. Hein. Donc c'est pour dire que je suis quand même pas mal cette conférence, mais je sais d'ores et déjà qu'il y aura normalement qu'une seule équipe qualifiée. Ça sera, en tout cas dans ma projection, c'est Saint-Louis, mais ça sera pour moi le vainqueur du tournoi de conférence pour être clair. Mais on va dire Saint-Louis actuellement. En ACC maintenant, donc vous le savez déjà, il y a déjà plusieurs équipes que j'ai mis en tant qu'hôtes. Hein. Je rappelle Clemson, UNC, FSU, hein, Florida State, UVA, Virginia et Duke. Donc ça fait déjà 5 équipes. À ces 5 équipes-là, je vais rajouter NC State, hein, NC State qui est un peu le coupeur de tête des favoris et qui par contre galère contre les équipes réputées en dessous. Donc NC State va être parmi eux. Virginia Tech, puisqu'ils ont un très bon bilan hein, dans la conférence. Virginia Tech de mémoire, alors même pas de mémoire parce que j'ai toujours l'onglet ouvert d'ailleurs. C'est 13 victoires, 11 défaites. Bon, c'est un peu moins bon que ce dont je me rappelle. Je pense qu'ils ont un peu moins bien fini. C'est vrai que je n'ai pas très bien suivi sur la deuxième partie, mais à un moment, ils étaient en tête hein, de la coastal, hein, ex aequo avec North Carolina. Bon, depuis, ça s'est peut-être moins bien passé. Et puis, pour l'instant, en tout cas, j'ai Georgia Tech aussi que je mets, puisqu'ils ont un RPI de 50. C'est pas dramatique. Ils ont un bilan positif. Hein, enfin, ils sont à 50% en général. Mais je veux dire, en termes de bilan, ils sont en 28-18. Ce qui peut être contre eux, c'est le bilan en termes de victoire dans le quad 1, ils sont 6-9, mais ce n'est pas dramatique, et c'est eux que je prendrais au contraire de Louisville. Louisville en termes de bilan dans la conférence, c'est mieux. Voilà. En termes de bilan général, c'est à peu près le même principe que Georgia Tech, hein, 28-18 Georgia Tech, 29-19 Louisville. Par contre, ils ont une défaite de plus en termes de quad 1 notamment, et leur RPI est encore plus bas que celui de Georgia Tech. Je vois pas en fait plus que c'est quoi, ça fait déjà 8 équipes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait bien 8 équipes, je vois pas plus de 8 qualifiés, donc pour moi le coup près c'est entre Georgia Tech et Louisville, et dans ma projection c'est Georgia Tech qui passe plutôt que Louisville. Donc je rappelle rapidement, hein, pour la ACC, Clemson, Florida State, NC State, Virginia, Duke, UNC, Georgia Tech, Virginia Tech. Place maintenant à l'Atlantic Sun, la A-Sun. Là, ça devrait aller assez vite dans le sens où pour moi, il y a une seule équipe qui va passer. C'est Austin Peay qui fait une très très bonne saison. Hein. Ils sont en 31-17 au global. Ils sont donc en tête de leur conférence en 16-8. Et pour moi, c'est un seul bid dans cette conférence. Je vérifie en même temps. Mais à part Austin Peay, je pense pas que ça soit incroyable. Déjà, Austin Peay en termes de RPI, c'est 154 en termes de position dans le RPI. Donc, s'ils ne gagnent pas la conférence, même eux, ça me paraît compliqué. Ça va être l'équipe en fait qui va remporter le tournoi de conférence qui devrait se qualifier. Et pour moi, ça va être Austin Peay. Donc, je reste avec Austin Peay. Alors, là, ça risque de nous prendre quelques minutes, puisque là, on arrive dans une conférence intéressante, dans le sens où ça va être intriguant de savoir qui on va choisir. Je parle de la Big 12. Alors déjà, hein, d'ores et déjà, on a Oklahoma. Hein. Oklahoma fait partie donc de mes têtes de série, de mes hôtes. Mais je pense que c'est tout. Oklahoma State devrait y être parce qu'ils étaient pas loin clairement de pouvoir être hôtes, hein, même dans les projections. Ils ont juste perdu là une série face à Texas qui leur fait mal. Hein. Si je regarde le classement de conférence, on a donc Oklahoma en tête avec 18 victoires, 6 défaites. Et ensuite, à 3 matchs, on a plusieurs équipes. On a Oklahoma State, West Virginia et Texas. Donc déjà, ces 3 équipes qui suivent Oklahoma devraient en être. Hein, Oklahoma State, West Virginia et Texas. Et ensuite, il faut vraiment batailler et regarder par rapport aussi au RPI. Il y a une équipe comme Kansas State, à l'heure où on parle, qui est à 50% en Big 12, donc ils sont pas incroyables. En termes de bilan général, ils sont en 28-19, c'est pas non plus incroyable. Maintenant, si je regarde aussi leur RPI, alors ne bougez pas, Kansas State. Alors, il va y avoir un truc qui va pas parce que j'ai tapé K de Kansas State et ça m'a fait non, 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 non. Où vas-tu? Mais je vais les retrouver, hein, vous inquiétez pas, on va meubler en attendant. Mais en gros, je vois peut-être une ou deux autres équipes
passer, et c'est pas forcément celles qui sont bien classées derrière les 4 de tête, hein, puisqu'après en termes de RPI, on retrouve TCU en 29e position. Et là, actuellement, TCU en Big 12, ils sont en négatif, mais à peine parce qu'ils reviennent bien, hein. Ils sont en 13-14, sachant qu'à un moment, ils étaient vraiment, vraiment dans le mal. Donc, ils ont un gros bilan dans la conférence, puisqu'ils sont en 29-16 au global, dont 13-14 dans la conférence, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont perdu que 2 matchs hors conférence. Ils ont donc un très bon RPI, hein, comme j'ai dit, RPI de 29. Euh, je pense qu'ils y seront. Donc, TCU devrait y être. Et après, je regarde en termes de RPI, qui d'autres on pourrait retrouver. Kansas State, par exemple. Kansas State, ils ont un RPI de 38. Ils ont un bilan global de 28-19, hein, donc assez proche de ce qu'on a vu auparavant. C'était pas TCU, c'était qui J'oublie un peu qui je regardais et où j'étais. Je me suis perdu, désolé. Mais Kansas State, c'est ça. Ouais, Kansas State. Donc si on revient bien sur les bilans, on a Kansas State qui serait en 38e, voilà, qui a un RPI actuellement de 38, qui est en 28-19. J'ai dit juste avant, c'était TCU, ils sont en 29-16, ils ont un bilan de 29. Et puis Oklahoma c'est 29-17, donc c'est pas un bilan beaucoup plus supérieur en termes de bilan de conférence. Mais j'avais pas une autre équipe en 28-19, non, 29-18, c'était West Virginia, pardon. Ouais, je m'embrouille un peu. Mais en gros, je vais récapituler parce que sinon je vais vous embrouiller. C'est pas forcément les équipes qui sont, par exemple, il y a des équipes comme Kansas ou Cincinnati qui en termes de bilan de conférence sont positifs. Mais par contre, elles ont un RPI trop bas et un bilan global trop bas pour pouvoir prétendre. Alors que ce soit Kansas State ou TCU, voire UCF, ça peut le faire. UCF, actuellement, ils sont en 11 victoires, 12 défaites. Ils sont surtout en 30-15 en termes de bilan. Et en termes de RPI, UCF, ils sont 32. Donc ils sont bien placés pour pourquoi pas être appelés par exemple dans un meilleur RPI que West Virginia, qui est pourtant bien mieux classé. Donc, est-ce que Texas Tech, par contre, pourrait y arriver? Texas Tech, ça va être difficile. Texas Tech, ça va être difficile puisqu'ils ont un RPI de 49 actuellement et surtout en Big 12, ils sont en 12-15. Donc là, ils s'éloignent vraiment même des 50%. Il reste quand même combien? 15-12, ça fait 27, je pense que c'est 30. C'est-à-dire qu'il ne reste qu'une seule série, si je dis pas de bêtises. Donc pour le coup, pour eux, c'est très, très difficile. Donc je vais pas mettre Texas Tech. Mais par contre, je vais mettre UCF, je vais mettre TCU, je vais mettre Kansas State. Donc, si je récapitule, j'aurai donc Oklahoma State, West Virginia, Texas, Kansas State, TCU et UCF. Ça fait quand même 7 équipes de la Big 12. C'est peut-être un gros reach, mais pour l'instant, on va être comme ça. Peut-être on sera, comme j'ai dit, un peu au-dessus des 64, et après, je vais pouvoir faire une sorte de bulle dont je vais réexpliquer le principe quand on se rapprochera de la fin. Alors, comme si c'était pas assez compliqué, on va passer à la Big East, qui là a un cas très particulier. En termes de conférence, et grâce à ça, Connecticut, donc Yukon, devrait en être. Là, actuellement, ils sont en 12-3, ils avaient mal commencé un peu sur leur lancée de début de saison, où par contre, ils ont eu un calendrier assez chargé, donc c'est bien pour eux d'avoir pris un calendrier assez chargé. Je pense que du coup, leur RPI, il n'est pas trop bas, hein. Connecticut, si je cherche, ils doivent être dans la quarantaine, ouais, ils sont 44 en termes de RPI. Et je vais regarder l'autre équipe que je voulais regarder, c'est Xavier, parce que dans tous les bilans un peu, enfin dans tous les podcasts que j'entends beaucoup parler de Xavier. Et ce qui est paradoxal, c'est que Xavier, ils sont à 3 matchs de la première place quand même, et ils sont que 4e actuellement en Big East. Entre Connecticut et Xavier, il y a St. John's qui fait une très très belle saison, et Georgetown qui fait aussi une très belle saison, mais St. John's, j'en avais parlé un peu parce que je les avais vus justement face à Connecticut. Je les avais vus en début de saison face à Florida, et c'est très intéressant ce qu'ils font sur la saison. Ils ont d'ailleurs, je pense, le meilleur bilan global de la conférence, mais par contre leur RPI il est trop bas, je pense. Je vérifie ça juste pour pas vous dire de bêtises, mais il doit être dans la soixantaine. Non, ils sont quand même plus haut que ce que je pensais. 53. Ok, donc là on va faire un peu de maths. Honnêtement, je pense pas que la Big East, vu son plateau, est une équipe qui peut avoir 3 sélectionnés. Genre 3 bids en Big East, malgré la belle saison donc des équipes que j'ai mentionnées, je pense pas qu'il y en aura 3. Moi, je vais tabler sur 2. Et si je tape sur 2, donc ça se jouerait entre St. John's, qui est RPI 53,
qui a pour elle un meilleur bilan face au quad 1 que Yukon et Xavier, puisqu'ils sont à 50% pile. Et donc ça va jouer entre St. John's, Xavier, qui a pour le coup un bilan très mauvais. Face au quad 1, c'est 5-11. Mais par contre, qui a un RP de 33 seulement, hein, ce qui prouve qu'ils ont bien fait de prendre des risques en allant se frotter à ce qui se fait de mieux hein, dans le monde du college baseball en première division. Ils sont en bilan global de 26-22, donc c'est pas ouf non plus. Donc ça va se jouer entre Xavier, St. John's et j'ai dit Connecticut. On revient sur eux, j'ai dit ils ont un RP de 44. Eux aussi c'est pas ouf, hein. Quad 1 c'est 2-7, donc là sur le quad 1 avantage St. John's, RPI avantage Xavier, conférence avantage Yukon. Donc c'est très difficile à choisir, mais moi je vais partir sur Yukon hein, qui a quand même l'habitude, et je vais prendre Xavier. Je veux dire, même si je regarde encore le classement, mais entre Xavier et St. John's il y a 2 matchs. Il reste deux week-ends, donc je vais projeter Xavier. Je vais prendre Xavier, mais bon, si c'est St. John's, ça sera bien. Déjà, s'il y a 2 équipes, ça sera bien. Ça veut dire que je suis pas si bête que ça. Mais si en plus il y a St. John's, tant mieux pour eux. Mais moi, je vais prendre Yukon et Xavier en Big East. Mais vous voyez pourquoi je dis que c'est assez difficile, puisqu'on sait qu'il y a des histoires de RPI. Par exemple, hein, l'année dernière, je pense qu'une équipe comme Kansas State, justement, n'avait pas pu participer au tournoi puisqu'ils n'avaient pas un assez bon RPI, alors qu'ils avaient dominé la conférence par rapport à une équipe comme Oklahoma qui avait eu un bilan en conférence très délicat, mais qui avait un gros RPI pour leur permettre de s'en sortir. Donc vous voyez en fait, là où on peut voir un côté un peu arbitraire, un peu inégal, dans le sens où on se repose trop peut-être sur ce genre de métriques, plutôt que regarder aussi ce qui se passe vraiment sur le terrain en termes de bilan même au global. Donc bref, en Big East, Xavier et Yukon. En Big South, là aussi c'est compliqué. Waouh. Alors en Big South, actuellement l'équipe qui est en tête c'est High Point. High Point c'est 13 victoires, 5 défaites. Ce qui est marrant c'est que en termes de classement c'est ce qu'on nous donne. Par contre, ah oui je vois, j'ai compris. En fait, Presbyterian et USC Upstate, j'avais mal regardé, ont plus de victoires que High Point. Ils ont plus de matchs, hein, tout simplement. Presbyterian qui est deuxième, ils sont en 15-6, c'est-à-dire qu'ils ont une défaite de plus que High Point, mais ils ont 2 victoires de plus. Donc potentiellement ils sont entre guillemets moins 0,5, c'est-à-dire qu'ils ont 0,5 matchs d'avance. Mais en fait, en termes de pourcentage, vu qu'ils sont en 15-6 c'est 521%, enfin 52%, pardon, 521% c'est 521 pour 1000 si on veut, alors que High Point c'est 54%, 540 pour 1000. Donc au final, High Point est devant en termes global. Et ensuite, on a quelque chose d'autre à regarder. Oh, je disais des bêtises d'ailleurs. Parce que là, je vais regarder le overall. Overall, on va regarder ça après. On va revenir d'abord sur les wins de conférence, mais ça ne change pas grand-chose dans le sens où High Point est toujours devant en 72 contre 71% en pourcentage par rapport à Presbyterian. Et ensuite, USC Upstate, c'est 14 victoires, donc une de plus que High Point, mais 2 défaites de plus avec 7 défaites. Moi, en fait, à la base, sur le RPI, le seul RPI qui est en dessous des 100, c'est USC Upstate. Donc moi, je partais sur USC Upstate. Même s'ils ont un demi-match de retard, ils ont un RPI qui est un peu catastrophique. C'est pas sur le RPI qui vont être récupérés par rapport à un autre, mais c'est dans le sens où pour moi il y a une seule équipe qui va se qualifier. Ça va être le vainqueur de cette conférence. Et pour moi ça va être USC Upstate plutôt que High Point. Donc je me serais même trompé. Je pense que les experts d'ailleurs ont plutôt pris High Point, mais en gros comme c'est un one bid league, on va se baser sur l'équipe qu'on veut mettre en tête. Là actuellement en tête c'est High Point, donc j'aurais pu partager et respecter un peu ce que j'ai dit en début de podcast, mais USC Upstate, pour moi, c'est un peu la cote que je vais utiliser. Donc USC Upstate en seul qualifié de la Big South. Ok, là aussi, encore une fois, on a un cas très intéressant, puisqu'on va aller en Big Ten. Je vous donne tout d'abord le classement de la Big Ten. En Big Ten, à la surprise un peu générale sur la saison, mais c'est mérité, attention. Illinois est en tête, avec 13 victoires, 5 défaites. Ils sont suivis par Purdue, Nebraska et Indiana qui sont tous en 12-6. D'ailleurs, il y a eu une série ce week-end entre Purdue et Indiana que Purdue a perdu. Et c'est pourquoi maintenant c'est de nouveau serré entre ces équipes-là, même quand on cherche qui va se qualifier. On a ensuite Iowa. Iowa, pour le coup, c'est la grosse déception de la saison en Big Ten. Ils sont en 13-8. Ils sont pas si loin que ça de la tête. Mais par contre, que ce soit par rapport au bilan global ou le RPI qui s'en ressent, parce qu'ils n'ont pas joué contre des foudres de guerre et malgré tout, ils n'ont pas été étincelants.
bah, ils sont très bas dans les projections. Pour l'instant, ils sont hors dehors carrément du tournoi. On retrouve ensuite Michigan, puis Michigan State, et on retrouve Maryland seulement dans la deuxième partie du tableau. C'est l'autre grosse déception là pour le coup, c'est déception sur la conférence. Parce qu'au global, Maryland, c'est 32 victoires, 18 défaites. Donc c'est le meilleur bilan ou deuxième meilleur bilan de toute la Big Ten au global. Mais encore une fois, en bilan de conférence, ils sont en dessous des 50%. Je sais qu'ils ont gagné récemment. Est-ce que c'était pas contre Nebraska justement? Je pense pas que ce soit contre Nebraska. J'ai un trou. Mais je sais qu'ils ont gagné récemment, ce qui leur permet quand même de toujours espérer remonter un peu. Mais du coup, la Big Ten, je vois pas trois équipes se qualifier pour l'instant. J'en vois que deux. Les deux équipes qui ont les meilleurs RPI, c'est Nebraska, qui a le RPI en position 30 en termes de RPI, et Maryland 31. D'accord? Mais Maryland, déjà, je les élimine pour l'instant, puisque leur bilan de conférence n'est pas assez bon pour imaginer qu'ils soient sélectionnés malgré le très bon RPI. Du coup, je regarde les équipes qui suivent. Les équipes qui suivent, qui peuvent être qualifiables en tout cas, c'est Illinois, parce qu'ils sont en tête de la conférence, mais leur RPI, il est dans la cinquantaine. Donc ça pourrait, pourquoi pas, passer. On a ensuite Purdue et Indiana, puisque j'enlève Nebraska qui pour moi est déjà qualifié. Pour moi, pour moi, Nebraska est le bid at large, on va dire, de cette Big Ten. Et ensuite, faut que je choisisse une équipe qui va gagner, selon moi, le tournoi quelque part. Mais je me réfère un peu sur les métriques. Donc Purdue et Indiana se suivent avec un RPI de 58, enfin 58e position pour Purdue, pardon, et 59e pour Indiana. Donc ça se suit vraiment à un cheveu. Et en plus, Indiana a quelque part le sort de tiebreaker visuel, puisqu'ils ont remporté leur série face à Purdue, du côté de Purdue justement, dans ce derby un peu d'Indiana. Donc, à l'heure actuelle, je veux dire que Nebraska est mon bid at large, c'est la seule équipe qui peut, de par son bilan dans la conférence, de par son bilan au global et de par son RPI, prétendre à une place at large. Et ensuite, il y aura une place automatique qui va se jouer entre le reste des équipes. Mais je vais partir quand même sur le classement parce que je ne vais pas prendre juste une équipe surprise pour le coup. Et donc je vais partir avec Illinois. Donc pour moi, c'est Illinois et Nebraska qui se qualifient côté Big Ten. En Big West, ça va être un peu plus facile, hein. Ça va être les deux favoris, qui sont d'ailleurs aux deux premières places de la conférence, hein, pour moi. UC Santa Barbara, qui est pour moi aussi un hôte. Hein, ils sont en 17-4, donc ils ont récupéré la tête de la conférence. 32-12 au global, un RPI encore une fois dans les 20 meilleurs. Hein. Si je me rappelle bien, ils sont quoi? Ils sont 16e? On avait dit ça tout à l'heure? Je vais revérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et que j'ai la fiche sous mes yeux. Ouais, ils sont 16e. Tandis que UC Irvine, ils sont 28e en termes de RPI, donc c'est toujours très bon. En termes de victoire du quad 1, 4-1, c'est très très bon. Quad 2, 3-2, ils sont en fait positifs sur tous les quads, et notamment ces 4-1 en quad 1, ça les aide beaucoup. Donc RPI de 28, et encore une fois, ils sont deuxième de la conférence. La troisième équipe de la conférence, c'est Cal Poly, hein, qui fait une très belle saison, mais le problème de Cal Poly, c'est qu'ils ont un RPI dans les 80 et quelques, donc c'est mort. Ça a priori, c'est mort. Voilà, il faudrait qu'il gagne par exemple il faudrait qu'il gagne le bid automatique, quoi, entre guillemets. Pour le coup, est-ce que ça peut être une ligue à 3 bids? Je pense même pas. Ça pourrait se discuter si par exemple Cal Poly était avec le même bilan dans la conférence, donc 3ème et 17 victoires, 7 défaites, le même bilan au global, et surtout un RPI plus proche par exemple de la quarantaine. Là, dans ce cas-là, tu peux très bien imaginer prendre à large Irvine et Santa Barbara, et par exemple un Cal Poly qui arrive à se qualifier via le tournoi ou quelque chose comme ça. C'est un exemple, hein. Mais en gros, pour moi, c'est un 2 bid league, enfin une 2 bid league, et du coup, ça sera UC Irvine et Santa Barbara. Ok, l'une des conférences hype, hein, du début de saison, je vous en avais parlé, hein, parmi les conférences mid-major que je voulais regarder, un peu à l'image de la Big West, hein, par ailleurs. La CAA ou ex-Colonial, maintenant Coastal, c'est Athletic Association, quelque chose comme ça. Ils ont récupéré Campbell qui était voilà, la grosse équipe de la Big South. Et je pense qu'ils vont se dire, bon, pourquoi on a quitté la Big South? Parce que clairement, ils sont hors course, hein, ils sont en 8 victoires, 13 défaites dans la conférence. Ça s'est pas bien goupillé, alors que au global, surtout en début de saison, ils avaient réussi à gagner des séries très intéressantes, notamment face à Santa Barbara. Ils avaient gagné face à East Carolina aussi, si je me rappelle bien. Enfin bref, ils étaient bien partis. Mais en conférence, dans cette nouvelle conférence pour eux, ça s'est très mal passé, donc on ne va même pas parler d'eux. On va directement regarder les équipes qui peuvent se qualifier. Il suffit de regarder les 3 premiers. On a UNC Wilmington qui est en tête avec 17 victoires, 4 défaites. Et surtout, ce qui est intéressant pour Wilmington, si je dis pas de bêtises, ils ont un RPI dans les 40 à peu près. Wilmington.
Ils ont pile 40. Pouf, comme quoi, des fois je tombe juste. Donc ils ont un RPI de 40 piles. Ils ont la tête avec 2 matchs d'avance. Non, ils ont moins quand même que Charleston. Ils ont que un demi-match d'avance sur Charleston, mais surtout l'équipe qui m'intéresse. Après, c'est le troisième, c'est Northeastern, qui est troisième donc à 3 matchs. Le problème de Northeastern, il passe un tout petit peu loin de UNC Wilmington pour inverser la vapeur, mais je pense qu'il reste 2 séries. Donc c'est pas impossible. Ce qui aide Northeastern, c'est le bilan global. Et je pense qu'ils auront aussi le meilleur RPI de la conférence. Ils sont dans les 30 et quelques. Ils sont 36. Je les ai devant les yeux parce que j'étais toujours au 40 de Wilmington. Et juste au-dessus d'eux, il y a Northeastern 36. Avec 3 victoires de défaite face au quad 1, 8-5 quad 2, 8-5 quad 3. Peut-être le quad 3, c'est ce qui peut être un peu dérangeant, entre guillemets. Mais c'est toujours positif. Et 14-1 face au quad 4. Donc clairement, Northeastern, ils peuvent, s'ils font pas de bêtises, ils pourraient même être pris at large. Donc du coup, pour moi, c'est une conférence qui peut être two bid league, donc un bid at large et un automatic bid. Donc je vais prendre Wilmington pour mon automatic bid, c'est-à-dire bid qui va remporter le tournoi de conférence, et pour le bid at large, je vais prendre Northeastern, donc ça me fait 2 équipes. Et pour Charleston, le problème c'est que ils sont deuxième actuellement de la conférence, donc ils sont devant Northeastern, mais par contre leur RPI il est catastrophique comparé aux autres. Il n'est pas catastrophique du tout, mais comparé aux autres, ils sont 54. Donc pour eux, leur seule solution, c'est carrément de gagner le tournoi. Mais moi, je projette que, en gros, UNC Wilmington gagne le tournoi. C'est pourquoi je les prends pas, parce qu'ils ne gagneraient pas à large face à Northeastern, qui serait sélectionné grâce à un meilleur RPI et un meilleur bilan au global dans les quads. Donc voilou, Northeastern et UNC Wilmington pour la CAA. La conférence USA, je pense qu'elle va profiter déjà du calendrier très costaud de Dallas Baptiste et du fait qu'ils ont réussi, malgré ce calendrier très costaud, à tenir la dragée haute aux meilleures équipes du pays. Ils ont un bilan actuellement de 35 victoires, 12 défaites au global. Par contre, ils ne sont pas en tête, ils sont à un match de la tête. La tête, c'est Western Kentucky qui les avait d'ailleurs battus en série. Euh, donc Western Kentucky est en tête avec 13 victoires, 5 défaites. Mais le problème de Western Kentucky, c'est qu'ils ont un RPI dans les 90 et quelques. Je vais vous dire exactement combien. Western Kentucky 92. Donc c'est mort. C'est mort. Leur seule chance, ça serait de gagner le tournoi. Mais bon, comme je vais rester sur ma ligne directrice, je vais regarder le meilleur RPI derrière Dallas Baptiste. Pour moi, Dallas Baptiste, vu leur RPI, Dallas Baptiste, ils ont un RPI dans les 20, je pense. Ouais, 20 piles. Comme j'ai dit, gros bilan, notamment face au quad 1, 8 victoires de défaite. Moins bon face au quad 2, 8-9, et notamment il y a des défaites, qu'on peut penser des défaites de conférence par exemple, qui leur font du mal, face à Western Kentucky par exemple. Je pense que c'est une two-bid league grâce au fait que Dallas Baptiste ne remporte pas le tournoi dans ma tête, et il remporte l'at-large, et du coup Louisiana Tech, je vais vérifier pour être sûr, mais je pense que j'ai raison. Ouais, Louisiana Tech, ils ont un RPI actuellement de 43. Donc ils sont deuxième ex-aequo avec Dallas Baptiste dans leur conférence, derrière Western Kentucky, et ils ont un RPI très très bon. Donc actuellement je les projette, pour moi ils vont dans le tournoi. Que ce soit, ils pourraient même à la limite, mais là c'est vraiment à la limite, être un bid at large si Dallas Baptiste remporte la conférence. Par contre, pour moi, si Dallas Baptiste ne remporte pas la conférence et Louisiana Tech ne remporte pas la conférence, ce sera Dallas Baptiste qui ira en at-large avec le vainqueur de la conférence. Il n'y aura pas Louisiana Tech. Mais à l'heure actuelle, je projette donc Louisiana Tech et Dallas Baptiste pour la conférence USA. Passons à Horizon, ça sera 30 secondes. Déjà, j'ai pas suivi un seul match d'équipe de Horizon, donc je peux pas trop vous en parler. Je sais juste que Wright State est actuellement en tête avec un match d'avance sur Northern Kentucky. Au bilan global, pareil, ils ont un match d'avance sur Northern Kentucky. Et je pense aussi que Wright State, je vais vérifier, mais je pense que c'est le meilleur RPI. Donc du coup, je vais prendre Wright State, tout simplement. Ils sont 129. Je vais juste vérifier pour être sûr, et après on passe à la suite. Northern Kentucky sont 171. Donc ouais, j'ai raison. Donc du coup, une seule équipe de la Horizon, ça sera Wright State. Passons directement à la suite. On passe à la conférence du prestige, notamment prestige académique, sportif en termes d'histoire. Attention, on pense à Yale notamment dans l'histoire. Je parle bien sûr de la Ivy League. Là, en fait, très clairement, c'est une One Bid League, tout simplement. Actuellement en tête et largement, donc je pense que ça va être eux, c'est Columbia. Columbia est en 17-4. Princeton est en 12-9, il y a déjà 5 matchs d'écart.
Juste vérifier le RPI, hein, mais de toute façon c'est One Bid League et on va partir sur Columbia. Mais juste pour être complet, hein, très rapidement, ouais, Columbia c'est le meilleur RPI, ils sont 107 en termes de position RPI. Donc ça sera Columbia. On passe maintenant, je pense qu'on va faire un tir groupé, hein, on va parler des deux MAC. Il y en a une, c'est la MAAC, donc il y a deux A, la Métro Atlantique Athletic Conference, c'est celle, on va dire, de la zone, on va dire, un peu new-yorkaise, hein, pour faire simple. Et ensuite, on va parler de la MAC normale, hein, la Mid-American Conference. Donc rapidement, pour la MAAC, euh, on va dire, c'est un bid league. Ça se joue entre Fairfield et Niagara. Niagara a un meilleur bilan global, un 33 passe à 27-20 pour Fairfield. Euh, je vais partir avec Niagara. Je vais juste vérifier encore une fois par souci de conscience leur RPI respectif. Niagara 132 et Fairfield. Fairfield, les amis, vous êtes où Fairfield 197. Donc on va partir sur Niagara tout simplement. Et ensuite, pour continuer rapidement, et là cette fois-ci on va du côté de la mid-américaine. Alors du côté de la mid-américaine, j'attends que le classement se charge et comme par hasard mon internet est un peu plus long que d'habitude. On va finalement y arriver. Oui, désolé, il faut attendre un peu. Ah ben oui, je suis bête. Alors, Bowling Green est en train de faire la saison parfaite. Alors qu'il y a quelques saisons, ils avaient carrément mis la clé sous la porte. Ils sont revenus et là, ils sont en 25. Ils ont 4,5 matchs d'avance sur Western Michigan. Au bilan global, ils sont en 27-17. Je pense que c'est le deuxième bilan ou le premier ex-aequo. Donc, je vois qu'une seule équipe se qualifiait. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont le droit de jouer? Je pense que ça fait quand même quelques années qu'ils sont revenus, hein, c'est pas vraiment cette année ou l'année dernière, quoi. Je vérifie ça rapidement, je m'excuse parce que vous savez, il y a des points de règlement, notamment pour pouvoir être éligible à participer, hein, au tournoi de conférence. Si par exemple vous venez de la D2, vous venez en D1, et vous allez donc dans une nouvelle conférence ou aussi une nouvelle division, je pense qu'il y a 2 ans avant que vous puissiez jouer. Et ensuite, si vous revenez après un moment où vous avez été décommissionné, c'est un peu comme si, au final, vous êtes parti d'une division inférieure et vous êtes venu dans une division supérieure. Donc, j'arrive pas à trouver le renseignement que je cherche. Mais a priori, si je vois rien, je vais pas dire sur Bowling Green. Je vais juste regarder qui d'autre dans cette ligue-là, parce que Central Michigan c'est mort, ils sont derniers. Les équipes un peu historiques, hein. Ball State aussi, ils me paraissent un peu loin, mais pourquoi pas, on va voir, est-ce que Ball State pourrait être... Non, je pense pas. Je pense pas. Yeah, je pense que ça va partir sur Bowling Green, ils sont éligibles, donc on va pas se casser la tête. Ils sont largement en tête. One Bid League, Bowling Green. Partons maintenant du côté de la Missouri Valley Conference, la MVC. J'ai déjà parlé de l'Indiana State qui devrait être un autre, hein, dans mes projections. Et ça sera un One Bid League. Donc du coup, enfin une One Bid League. Donc en gros, ça sera Indiana State. Je sais qu'il y a Illinois Chicago qui fait une très belle saison, hein, en termes de conférence, mais leur RPI il est de 80. Donc c'est rédhibitoire. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas un calendrier assez fort en plus pour pouvoir prétendre à quelque chose de bien, parce que leur bilan global est de 34, donc c'est très intéressant encore une fois, mais leur RPI va les plomber clairement. Donc je vois pas la MVC comme une 2-bid league, c'est une 1-bid league, et du coup ça sera Indiana State, hein, sauf catastrophe industrielle. Mais imaginons Indiana State ne remporte pas le tournoi de conférence, ça pourrait devenir une 2-bid league. Je ne les vois pas non plus éliminer Indiana State, si ça fait sens. Donc pour moi c'est One Bid League Indiana State, je les vois remporter le tournoi très clairement, mais imaginons ils ne remportent pas le tournoi, ça pourrait devenir une 2-bid league. Voilà. Passons maintenant à la Mountain West. La Mountain West, on a une très belle saison, même si là on va dire ça se couvre un peu en termes de temps, entre guillemets, en termes de météo. Pour Fresno State, là ils sont sur 2 séries perdues, 2 sweeps, de suite, hein, ils se sont fait sweeper 2 fois de suite quand même, ils sont sur 6 défaites d'affilée. Alors si avant ces deux séries perdues d'affilée, ces 2 sweeps perdus, enfin ces 2 sweeps d'affilée, on avait fait cette projection, on n'aurait même pas besoin de parler en fait. C'est la meilleure équipe de la Mountain West. Imaginez, malgré ces 6 défaites d'affilée, ils sont toujours en tête, maintenant ex-aequo avec New Mexico. Le problème c'est que maintenant ils n'ont plus même la chance avec ces sweeps face à des équipes réputées plus faibles qui n'avaient pas des RPI incroyables.
leur RPI a droppé mais de manière incroyable. C'est-à-dire que maintenant ils n'ont même plus la discussion de pouvoir dire ouais mais on a quand même un meilleur RPI que le reste de la conférence, puisque maintenant ils sont 180e en termes de position RPI, quand New Mexico, et c'est un peu pire, hein, mais ils sont 180 et quelques aussi, 183, 184, 187, je sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Pour être complet, ils sont 183e, donc il n'y a que 3 positions d'écart, et en termes de momentum, ils sont en train de rattraper, et plus que rattraper le retard face à Fresno State. Donc ça se joue entre ces deux équipes-là, One Bid League, et je vais partir sur New Mexico. Sur la forme du moment et ce qui reste à jouer, je pense que il y a 2 séries à jouer encore, hein, pour chaque équipe, et je pars sur New Mexico. Dans la Northeast Conference, ça va aller vite, hein, dans le sens où dans cette NEC, il y a 2 équipes pour moi qui pourraient prétendre à quelque chose, c'est Long Island et Sacred Heart, mais c'est une One Bid League, et Sacred Heart a un bien meilleur RPI que Long Island. Long Island, ils sont dans les 200 et quelques, j'ai même plus envie de vérifier, mais croyez-moi, ils sont vraiment très loin. Donc même s'il n'y a qu'un match de différence, il reste une seule série dans cette conférence, je pars sur Sacred Heart. C'est ma seule équipe qualifiée de la Northeast Conference. On va aller du côté de la Ohio Valley Conference, la OVC. Et là, en fait, juste, hein, sur ce que j'entendais sur la saison, j'allais vous dire Little Rock, hein, sans réfléchir, parce que pour moi c'est à One Beat Conference encore une fois. Little Rock est en tête, mais ex aequo avec SEMO, Southeast Missouri State. Et il s'avère que SEMO, quand j'ai vérifié, a un meilleur RPI que Little Rock. Bon, les deux sont des RPI abyssaux, mais comme c'est un One Bid League, c'est le vainqueur du tournoi, enfin de la conférence, hein, un vainqueur du tournoi de conférence qui va passer. Et moi je vais me baser sur le RPI de Southeast Missouri State, pour dire qu'ils vont gagner le tournoi et avoir l'automatic bid de cette conférence. Et pour moi, c'est eux les vainqueurs. Donc SEMO ou encore Southeast Missouri State pour les intimes. L'excitation arrive. La dernière de la Pac-12, on espérait qu'ils fassent un peu comme ce qu'ils ont pu montrer au niveau du foot, c'est-à-dire réussir à amener une équipe en finale de la NCAA, hein, en termes de foot, hein, pour le coup. Pour le baseball, ça sera pas le cas. Enfin, ils peuvent amener très bien sur une équipe en finale. Je veux dire, sur la saison, ils n'ont pas montré des choses incroyables, on va dire. Très peu de régularité, même pour l'équipe qui, pour moi, devrait être haute en position 16, c'est-à-dire Oregon State. Du coup, je vois pas beaucoup d'équipes. Par exemple, je vois moins d'équipes de Pac-12 cette saison, mais vraiment moins que, par exemple, la Big 12. Peut-être plus que la Big 10 quand même. Allez, on peut dire 3 ou 4 équipes. Je vais un peu regarder en même temps que je parle les RPI de chacun. Arizona est actuellement en tête, hein, de la Pac-12 pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ils ont 3 matchs d'avance sur sur Oregon State. Et le truc, c'est qu'il ne reste que 2 séries. S'il reste une seule série, c'est mort, mais s'il reste 2 séries, Oregon State a encore la chance peut-être de pouvoir récupérer le trône, on va dire, et assurer sa capacité à être haute. Mais dans ma projection, c'est des autres dans tous les cas. Donc on va dire que Arizona, déjà, c'est sûr qu'ils vont venir, enfin qu'ils vont en être. Oregon State également. On a Utah qui est intercalé entre Oregon State et Arizona avec 15 victoires, 9 défaites, mais eux ils ont un RPI assez bas, hein, peut-être pas 80, je vais vérifier, mais Utah 70. Bon, c'est un peu mieux que 80, mais c'est pas ouf quoi. Donc 70, en étant deuxième de la conférence, pour moi il faut vraiment qu'ils gagnent leur dernière série. Peut-être ils ont 2 séries, ouais pour le coup ils ont certainement 2 séries, mais en gros ils terminent en positif sur les 2 dernières séries, ou à 50%. Ça reste un très bon bilan global, ça ferait 3-3, ça ferait 33-19, si je sais bien compter, 136. Ça ferait 18-12. Très intéressant en conférence. Peut-être grâce à ça, leur RPI ça va pas voilà, ils vont pas exploser et revenir dans la course au meilleur RPI, mais je veux dire, le RPI va pas être trop dégueulasse. Et ça deviendrait une Forbid League dans le sens où parmi les 4 équipes, puisque je vais aussi parler de Oregon pour le coup, Oregon qui avait notamment battu Oregon State il n'y a pas si longtemps que ça, qui est en 14-10, hein, donc juste derrière Oregon State dans le bilan, ils sont 4ème, hein, 32-15 en bilan global, et eux leur RPI, comme ça on va être complet, Oregon, je pense qu'il est bon, leur RPI il doit être bon. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec Avast, mais Avast est en train de me faire mal aux oreilles. Il trouve des menaces.
mais bon, on se sent pas menacé nous. Donc ils ont un RPI qui leur met en 46e position, c'est très intéressant. Donc ouais, 4 bid league. Du coup, 4 bid league, on va pas s'embêter. On va dire que Arizona, Utah, Oregon State et Oregon, donc les 4 premiers de la Pac-12, sont les 4 qualifiés. Ça va être plus simple, même si potentiellement ça serait pour moi 3 at large en fait, et le vainqueur du tournoi qui serait le 4e en fait. Donc ça pourrait être très bien 3 de ces 4 équipes et puis une autre équipe qui arrive à faire la surprise et à gagner le tournoi. Mais là, on part donc sur Utah, Arizona, Oregon State et Oregon. La Patriot League, on va aller vite. One Bid League. Pour l'instant, Army est en tête avec un match et demi d'avance sur Navy. Et ils ont un meilleur bilan également. Ils ont un meilleur RPI. Ils sont 143e en RPI, 179e pour Navy. Donc on va partir sur cette logique pour dire que Army va remporter le bid de la Patriot League. Et c'est Army que je projette donc d'aller du côté du tournoi national. Bon bah on y est maintenant. Hein. Oh, eh bien Avas décide de me casser les oreilles, mais on y est. On passe à la fameuse meilleure conférence du pays, c'est-à-dire tout simplement la SEC. J'espère qu'ils vont pas encore me casser les oreilles. Je m'excuse, hein, vous comprenez que c'est du direct. Avas a décidé de faire des siennes et c'est assez embêtant. Et ça continue. J'espère que vous n'avez pas le retour, en tout cas dans le podcast. Je vais essayer d'écouter quand je vais faire le montage parce que ça serait dommage que vous ayez un tel retour dans vos oreilles alors que c'est assez ennuyant et ça vient de plus en plus souvent. Donc, je vais juste regarder c'est quoi. Donnez-moi 2 secondes. Toc. On va laisser faire le scan. Excusez-moi pour ça. Et on va partir en SEC s'il me le permet parce que depuis tout à l'heure ça sonne et ça sonne. SEC. Nous y sommes. Ok. Donc en SEC, je rappelle tout d'abord qu'on a déjà des équipes hautes. Parmi la SEC, on a le Kentucky, Texas A&M, Arkansas, Tennessee, Georgia et South Carolina. Voilà. Ça fait déjà 6 équipes sûres. Donc ces 6 équipes-là vont faire partie forcément des équipes qu'on va retrouver. Et pourquoi il ne me met pas le classement ? Je veux le classement, les amis. C'est pas grave, je l'avais déjà ouvert quelque part, je le retrouve plus. Où tu es ? Désolé, hein, je retrouve le classement. De toute façon, peut-être au montage, je vais couper un peu cette partie-là un peu ennuyante. Voilà, j'ai retrouvé le classement. Ouf, c'était pas facile. Donc en SEC, on a déjà parlé d'Arkansas, Texas A&M. On a déjà parlé de Tennessee, Kentucky, Georgia et South Carolina. Alors maintenant, pour moi déjà il y a Mississippi State. C'est sûr parce que j'ai hésité à les mettre dans les autres. Ils ont un bilan de 14 victoires, 10 défaites. Ils sont bien placés dans la conférence. Au global, ils sont en 32-16. Et donc si je rappelle le RPI de Mississippi State, il est très intéressant. Non, pas eux. J'ai vu Missouri, je sais pas quoi, et Mississippi Valley maintenant. Donc pas eux non plus. On veut le premier, ils sont 19e en termes de RPI. Donc Mississippi State est clairement dedans. Ensuite, on a des choix à faire, dans le sens où Alabama, actuellement, ils ont le 13e RPI. Ils ont le 13e RPI, mais maintenant, si on regarde, si on regarde le classement de la SEC, Alabama, ils sont en 10 victoires, 14 défaites. C'est déjà arrivé avec des bilans négatifs en SEC de quand même réussir à aller au tournoi national. Je pense par exemple à Ole Miss, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont même été champions, si je dis pas de bêtises, alors que ça avait eu un bilan négatif en saison régulière. Donc, il n'y a rien de rédhibitoire. Je pense que Alabama va faire partie de mes équipes. Donc déjà, j'ai récupéré Mississippi State, Alabama, ça me fait déjà 8 équipes. Ensuite, je pense qu'on peut déjà éliminer Auburn, à moins qu'il en parle de tournoi, mais bon, là on continue à se baser sur la logique de RPI continu et du classement pour voir qui, entre guillemets, est notre bid automatique. On peut éliminer Missouri. Et ensuite, je vais regarder un peu les RPI de Vanderbilt, Florida. Donc il nous resterait un peu, pour voir si on les prend, Vanderbilt, Florida, LSU et Ole Miss. Donc je vais regarder un peu les RPI de chacune de ces équipes. On va commencer par Vanderbilt. Parce que Vanderbilt, en fait, c'est en train de s'écrouler, mais je pense que vu le début de saison, ils avaient l'un des meilleurs RPI de l'année. Enfin, de la saison pendant longtemps. Là, ouais, ils ont toujours un très bon RPI. Ils sont 22e en termes de RPI. Ils ont toujours un bilan global intéressant. Là où le bas blesse, c'est le nombre de
victoires-défaites dans le quad 1, c'est 6 victoires, 13 défaites maintenant, parce qu'ils se sont quand même fait sweeper de temps à autre, et notamment même ce week-end, hein, le dernier week-end, ils se sont fait encore sweeper. Donc ça fait du mal à leur classement. Pour l'instant, ils sont toujours qualifiés dans mon esprit, mais ça devient de plus en plus compliqué. Ensuite, en termes de RPI, on a Florida. Florida, c'est encore plus complexe à départager, puisqu'ils avaient un gros calendrier. En témoigne le nombre de matchs qu'ils ont fait dans le quad 1, c'est déjà 24 matchs. Dans les 24 matchs, ils en ont gagné 10, perdu 14. Donc c'est un bilan négatif. En bilan au global, et c'est ça qui peut faire mal pour Florida, ils sont à 25-23. La faute au fait que pendant longtemps, ils perdaient les matchs de midweek face à des équipes qui n'étaient pas forcément réputées non plus. Malgré tout, ils ont quand même gagné pas mal de séries en première partie de saison SEC. C'est ce qui les sauve et qui permet pour l'instant de toujours les voir projetés, mais de justesse, vraiment de justesse au tournoi national. Donc pour l'instant, ça voudrait dire que je les ai. Et ça voudrait dire que LSU n'irait pas. LSU actuellement, ils ont toujours un RPI. Enfin, ils ont un RPI qui est pas dégueulasse. Surtout, ils ont remporté 3 séries de suite, mais malheureusement, il n'y a pas eu de sweep. Ce qui fait que leur bilan reste quand même largement négatif. Ils sont en 9-15. Hein, je rappelle qu'ils étaient en 3-12. Si je dis pas de bêtises. Non, ils étaient peut-être pas en 3-12. Je dis des bêtises. Ils étaient en 3-9. Donc ils devaient être en 4-12 plutôt. Mais bref, c'est pas reluisant dans tous les cas. Depuis, ils n'ont perdu que 3 matchs. Mais malgré tout, vous voyez, ils en ont perdu 3. Ils en ont gagné 5. Mais malgré tout, ils restent quand même en situation compliquée. En termes de victoire-défaite en quad 1, c'est 5-13, donc c'est pire que Florida. Et ils ont un RPI plus bas que Vanderbilt et Florida, qui sont mieux classés également. Donc comme je vois pas plus de 10 équipes qualifiées, LSU prend la porte. Et Ole Miss, je vais juste vérifier, mais Ole Miss du coup prend aussi la porte. Hein, mais juste pour vérifier leur RPI. Ole Miss. Vous êtes où, Ole Miss? Coucou, Ole Miss. Je trouve pas le RPI de Ole Miss. Ce qui est assez marrant parce que je viens de faire une recherche quand même. Ok, voilà, je les ai trouvés. Quoique, ok. Ok, là c'est encore plus complexe parce que j'imaginais Ole Miss avoir un moins bon RPI que LSU. Et c'est faux. Ils ont le même bilan que LSU, que ce soit au global ou en conférence. En termes de quad 1, ils sont mieux classés que LSU. Donc LSU, je les jette déjà pour l'instant. En termes de projection, pour eux, ils sont out déjà. Et maintenant, ça va se jouer entre Ole Miss et Florida du coup. Parce que Ole Miss et Florida, ils ont le même bilan. Ole Miss, ça peut-être. Ouais, je pense que ça va être quand même Florida parce que Florida a un meilleur RPI pour 3-4 positions. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Ensuite, en termes de bilan de conférence, je repars dans la conférence pour valider mon choix. Ole Miss c'est 9-15. Florida c'est 10-14. Donc ils sont toujours devant. Pas de grand chose, hein, mais ils sont toujours devant. Il n'y a rien en fait qui permet de mettre Ole Miss devant Florida si on part sur 10 qualifiés. Donc la projection du moment, je garde Vanderbilt et Florida, ce qui veut dire qu'on a donc Kentucky, Tennessee, Georgia, South Carolina, Vanderbilt, Florida, Arkansas, Texas A&M, Mississippi State et Alabama. Mais on pourrait très bien voir dans les semaines qui arrivent, Alabama être out et LSU in. On pourrait très bien voir Florida ou Vanderbilt être out et Ole Miss in. Ça va dépendre vraiment des dernières séries. Hein. Il reste 2 séries en SEC. Donc rien n'est fait, mais à l'heure actuelle, LSU n'y va pas. Champion en titre sortant, continue cette malédiction des champions en titre sortant SEC qui ces dernières années réussissent à avoir le titre et l'année suivante, ils ne vont même pas au tournoi national. Là, à l'heure actuelle, dans mes projections, c'est le cas de LSU. Hein. Ils perpétuent la tradition. Hein. Et Ole Miss n'irait pas, mais c'est très serré. Passons à la SoCon maintenant, la Southern Conference, une conférence historique, hein, même si, voilà, en termes de pouvoir, c'est pas une conférence puissante, mais malgré tout, elle a son point, hein, elle a plus de 100 ans, hein, et d'ailleurs, j'aimerais bien faire un de mes sujets, vous savez, College Baseball Legends, sur une des facs un peu représentatives, ou représentatrices de la SoCon, mais il y a eu quand même beaucoup de mouvements hein, dans la SoCon, c'est pas la même en termes d'université que ce qu'il y avait à l'époque quoi. Mais bref, on verra. On va parler d'eux. Alors, pour moi, il y a un très clair détachement dans le sens où Sam Ford est en tête devant UNC Greensboro. Je veux dire, en termes de nombre de victoires, il n'y a pas une grosse différence, mais Sam Ford, si je me rappelle bien, non seulement ils sont en tête là, mais en plus de ça, et je vérifie en même temps que je parle, attention, je suis très fort pour gagner du temps.
Ils sont 80, ouais, ils ont RPI qui les place en 83e position, alors que UNC Greensboro. Oh, donc je me trompe en fait. My bad, comme on dit, c'est moi qui me trompe. Je pensais vraiment que Samford avait le meilleur RPI de la Socon, mais c'est pas le cas. Je sais qu'en début de saison, on parlait beaucoup de qu'est-ce qu'allait pouvoir faire Wofford, parce qu'ils ont perdu leur coach, ils ont perdu aussi quelques joueurs. Euh, Ils sont, à mon avis, trop loin maintenant pour le gain de la conférence. Par contre, ils ont un bilan quand même qui est très intéressant. Ils sont à 31 victoires, 15 défaites. C'est-à-dire qu'ils ont le meilleur bilan global de la conférence, hein, à égalité avec East Tennessee State, ETSU. ETSU d'ailleurs, hein, qui était la fac de Léo Gimignan, pour ceux qui suivent un peu les prospects français. Donc bref, je vous donne le classement rapidement jusqu'à Wofford, puisque c'est assez révélateur par rapport aux équipes qui ont une chance, et ensuite je vais vous dire, selon moi, qui va aller parmi ces équipes. Donc Samford est en tête avec 12 victoires, 3 défaites. UNC Greensboro est à peine à 0.5 matchs, hein, ils sont en 13-5. East Tennessee State, hein, ETSU, ils sont en 12-6. Donc eux, ils sont un peu plus loin, hein, ils sont à 1,5 matchs, si je dis pas de bêtises. 3 et 0 divisé par 2, ouais, c'est ça, 1,5 matchs. Je sais encore compter. Et enfin Wofford, hein, en 8-6, donc eux par contre c'est en 3,5 matchs, donc encore une fois ils paraissent loin, mais par contre leur bilan au global est très intéressant. Et je vais vérifier un peu leur RPI. Je vais vérifier leur RPI alors que ça crie et ça pleure un peu chez moi. Il y a du monde en fait, hein, pour vous dire exactement tout ce qui se passe, la vérité. Nous ne sommes pas tout seuls. Mais bref, Wofford a un RPI qui les place en 77e position, donc c'est mieux que Samford. Donc au final, Wofford est devant en termes de RPI. UNC Greensboro est devant en termes de RPI et surtout ils sont pas loin de la tête. Du coup, Samford, c'est pas si sûr que ça, hein, de ce que je regarde. Du coup, ça devient plus compliqué que ce que je pensais pour pouvoir choisir exactement qui je vais prendre, puisque pour moi, je dirais que ça reste quand même une. Comment je vais dire ça, c'est une One Bid League dans ma tête, hein, personnellement. Ça, c'est une One Bid League, pardon. Donc, j'hésite en fait entre UNC Greensboro, Samford et Wofford. Comme ça reste une One Bid League, déjà je vais éliminer Wofford parce que je vais me baser un peu, que ce soit sur le RPI et ensuite sur la position de conférence, parce qu'on va partir encore une fois du principe que l'équipe qui est en tête a le plus de chances de remporter la conférence en fait et avoir cette automatique bid. Donc du coup j'ai mis Wofford de l'équation, malgré le bilan. Du coup il me reste que Samford qui est en tête actuellement mais qui n'a que 0,5 match d'avance sur Greensboro. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon ordinateur, comme j'ai dit, n'est pas encore totalement remis. Et ça a coupé, mais du coup je vais un peu couper la poire en deux dans le sens où pour le coup UNC Greensboro, alors on parle à un bien meilleur RPI que Samford et ils n'ont que 0,5 match de retard. Donc c'est eux que je vais choisir pour l'équipe de Socon qui va se qualifier. Et bah d'ailleurs c'est eux-mêmes qui vont pouvoir jouer ce tiebreaker, puisque au moment où j'enregistre, le week-end là, ils ont justement la série à jouer face à Samford. Donc les deux premiers se rencontrent. Et à partir de là, on pourra bien sûr en savoir plus. Mais là, comme c'est une projection à date, je les prends devant Samford. Passons maintenant à la Southland. La Southland, ça va aller vite, dans le sens où tout le monde a parlé que d'eux. Je parle bien sûr de Lamar. Lamar avait notamment réussi à sweeper Oklahoma, si je me rappelle bien. Ce qui avait fait beaucoup de bruit, ce qui leur permet toujours de surfer un peu sur cette vague-là en termes de RPI, puisqu'ils ont actuellement un RPI de 68. Ils sont en tête aussi de leur conférence, hein, je dirais peut-être pas largement, mais ils ont 2 matchs d'avance sur Nichols. Et en bilan global, ils ont quand même une belle avance. Donc vu que c'est une One Bid League, Lamar, sans hésiter. Place à la SWAC maintenant, et là aussi on va faire vite, hein, One Bid League. Ils n'ont pas de gros RPI, le meilleur RPI est déjà dans les 200, et c'est Florida A&M, c'est eux aussi qui sont en tête, hein, de la conférence. Au global, ils sont en 18-6. Ensuite, Bethune-Cookman est en 17-7, c'est-à-dire qu'il y a un match d'écart. Et du côté de la division ouest de cette même conférence, c'est Grambling qui est en tête en 15-5. Et quand je regarde donc le premier de la ouest, Grambling, qui est en 15-5, leur RPI c'est 269.
leur position vis-à-vis du RPI 269, alors que Florida A&M c'est 204, donc Florida A&M a largement de l'avance. Donc si vous m'avez bien suivi, bien sûr, je prends Florida A&M du côté de la SWAC. Là, il est temps de partir dans une conférence qui d'habitude sur ces dernières saisons nous permet d'aller très vite, puisqu'en général Oral Roberts est en tête et largement. En général, en plus on les voit faire des belles performances au tournoi national. Je rappelle qu'ils ont été en progression constante entre 2021 et 2023, avec notamment un passage du côté des College World Series l'année dernière. Et bien cette saison, ils ont décidé de nous prouver que le sport c'est le sport et que rien n'est connu d'avance, rien n'est couru d'avance, puisqu'ils sont derniers de leur conférence à la Summit League. Ils sont... oui, c'est assez... Enfin, cette ligue déjà est assez... sans vouloir être trop méchant, est assez faible, hein, assez, pour ne pas dire tragique, puisque l'équipe qui est en tête, hein, Saint-Thomas, est en... Ok, ils sont certes ils sont positifs forcément dans la conférence, mais en global ils sont en 16-22. Je pense qu'ils ont le meilleur RPI avec un RPI à 217. C'est-à-dire leur position est 200, ils sont 217e dans le pays, hein, ce qui n'est pas incroyable. J'ai vu beaucoup d'experts partir plutôt sur le deuxième qui est Omaha. Omaha, ils sont en 13-10 dans la conférence, ils sont à... ils sont à aucun match de retard, hein. Ils ont le même différentiel. Le seul truc, c'est que Saint-Thomas a joué moins de matchs, je dis pas de bêtises, parce qu'ils sont en 11 victoires, 8 défaites. Omaha, ils sont en 13 victoires, 10 défaites et un match nul. Ok. Mais en tout cas, je vois beaucoup d'experts parler d'Omaha comme étant l'équipe qui va se qualifier dans cette ligue, hein, qui est forcément une One Bid League. Je pense que c'est peut-être la ligue la plus faible, hein, ou en tout cas une des plus faibles, largement en termes de résultats et compagnie. Donc c'est très compliqué de choisir, hein, puisque on va dire que j'ai envie de suivre un peu les experts et de prendre plutôt Omaha, mais je sais pas sur quelle chose ils se... Parce que je n'ai pas regardé en fait les équipes, hein, ces équipes-là à jouer, pour être honnête, j'ai pas le même recul. Et je vois pas sur quoi ils se basent du coup, puisque le RPI de Saint-Thomas est supérieur à Omaha, leur classement est meilleur qu'Omaha, même en termes de victoires dans les quads, ils sont meilleurs qu'Omaha. Donc j'ai du mal à voir pourquoi ça serait Omaha, à moins qu'il y ait aussi cette histoire de, par exemple, Saint-Thomas vient d'intégrer cette conférence, et des fois, vous savez, vous n'êtes pas forcément éligible, j'en ai parlé un peu, mais je peux pas vous dire, parce que je connais pas bien la Summit League. La Summit League, moi je connaissais juste par rapport à Oral Roberts, et puis les Dakota, quoi, les North Dakota State et South Dakota State qui sont dans la même conférence, quoi. Donc j'ai pas assez de recul pour vous dire pourquoi ils prennent Omaha, mais du coup, nous on va pas faire comme eux. On va prendre Saint-Thomas en espérant que Saint-Thomas est bien éligible, parce que je n'ai pas de retour là-dessus. Donc Saint-Thomas du côté de la Summit. Bah, comme par hasard, je dois rectifier parce que j'ai quand même été curieux. En même temps que je parlais, j'ai essayé de chercher pourquoi je vois personne parler de Saint-Thomas. Et en effet, Saint-Thomas, en fait, ils font une transition carrément de la troisième division jusqu'à la D1. Et du coup, en fait, leur transition, c'est sur 5 ans. Donc ils ne seront pas éligibles avant 2026-2027. Ce qui fait que forcément, bah, du coup, c'est plus Saint-Thomas que je prends, c'est forcément Omaha. Donc désolé pour l'imbroglio, j'étais pas sûr et j'ai bien fait de vérifier parce que du coup on va quand même avoir un tableau un peu plus propre. Donc Omaha qui vient du côté de la Summit. Et là on se redéplace du côté d'une conférence que je connais très bien pour le coup, hein, la Sun Belt, hein, j'en parle souvent pour dire que certes c'est considéré comme une major à juste titre, mais en termes de baseball c'est une des meilleures conférences du pays. Par exemple cette saison, je serais pas étonné qu'on la classe 5e meilleure conférence du pays, hein. Pour moi, devant eux, il y a bien sûr la SEC, la ACC, la Big 12 reste quand même devant eux. Mais par exemple, quand je vois les performances de la Pac-12 de cette saison, je vois pas une grosse différence entre la Pac-12 par exemple et la Sun Belt. Donc c'est là où je les placerai par exemple par rapport à cette saison. C'est pour vous dire la puissance de cette compétition, de cette ligue en termes de baseball. Et pour autant, il est difficile de voir le nombre d'équipes qu'on peut prendre, puisqu'il y a des équipes qui ont des très bons RPI, mais qui sont en termes de classement pas aussi bien classées que ce qu'on pouvait imaginer d'eux en début de saison. Je pense notamment à Coastal Carolina, qui est dans les dernières places, hein, de la section ou la division East de la Sun Belt, hein. Ils sont à égalité avec Georgia State. Pourtant, Coastal Carolina, juste pour vérifier, ça va confirmer, leur RPI il est quand même très intéressant. Ils sont 26e au RPI, donc normalement, malgré, en tout cas pour l'instant en termes de projection, hein, parce qu'il faut imaginer aussi qu'ils vont redresser la barre et se rapprocher des 50%, c'est un peu là-dessus que je vais me baser. Ils pourraient avoir un bid at large grâce à leur RPI et donc ce qu'ils ont été capables de produire, puisqu'en termes de bilan global, c'est plus aussi bon que ça, hein. Ils sont en 28 victoires, 20 défaites. Mais ce qui les aide beaucoup en non-conférence, ils sont en 17-7 quand même.
Je regarde un peu dans les quads. Dans les quads aussi, c'est pas impressionnant, hein. Les quads, certes, t'as un 5-0 en quad 4, un 13-3 en quad 3, mais c'est ce qu'on peut espérer d'une telle équipe. Ils sont en 8 victoires, 10 défaites en quad 2 et 2 victoires, 7 défaites en quad 1. Donc ça va être. Enfin, quand même, c'est une projection. Je les garde quand même. Je vais quand même les mettre parmi mes qualifiés de la Sunbelt. Mais par exemple, vous voyez, c'est pas si simple que ça à évaluer à cause de la saison qu'ils font dans leur conférence. Et à côté de ça, on a un peu l'effet contraire. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, euh, bah, quelque part leur RPI ne sera pas bas forcément, mais qui sont en train de montrer des choses. Et grâce à ce qu'ils montrent, ils pourraient s'en sortir. Je pense à des équipes comme Troy qui était déjà d'ailleurs dans le tournoi national la saison dernière, qui avait fait une très grosse saison. Bah là, après un début quand même un peu plus compliqué, hein, je trouve cette saison, on parlait pas vraiment d'eux parce que c'était compliqué, mais là ils sont très bien revenus. Ils ont d'ailleurs un des meilleurs bilans de la ligue, hein. Au global, ils sont en 34-16 et ils sont en 16-8 derrière Louisiana. Ils sont à 2 matchs de Louisiana. Ils ont d'ailleurs battu, hein. Troy a battu Louisiana le week-end dernier ou le week-end d'avant. Pour vous dire que ça reste serré. Louisiana devrait en être, donc ça me fait déjà 3 équipes. Ça me fait Coastal Carolina, Louisiana et Troy. Alors que je vais vérifier en même temps leur RPI juste pour être sûr qu'il n'y aurait pas de risque. Par exemple, Troy c'est 47e en termes de RPI et Louisiana c'est juste derrière 48e. Donc avec leur classement plus le RPI, je regarde notamment Troy, notamment les victoires dans le quad 1, c'est 6 victoires, 5 défaites, donc ça devrait passer largement en at-large, hein, parce que je pense à l'at-large. Donc ça me ferait Troy, Louisiana, Coastal Carolina, et du coup si je regarde dans la Sunbelt, ça va être compliqué d'avoir une autre équipe. Par exemple, ça pourrait se jouer. Je regarde un peu les RPI de Southern Miss. Southern Miss sont en 15-9 actuellement. Et James Madison. James Madison sont en 13-11. Donc pour moi, ça peut être une conférence qui peut avoir 4 bids, hein, un automatique et 3 at large grâce au RPI de Coastal Carolina, Troy et Louisiana. Maintenant, je vais regarder si ça peut vraiment être un 4-bid league grâce, par exemple, à James Madison ou à Southern Miss. On va commencer par James Madison. Donc, j'écris James. Oh, ils ont un très bon RPI, 39 en termes de RPI, hein, en termes de position au niveau du RPI. Je regarde un peu les quads. Les quads, c'est pas si exceptionnel que ça, mais par contre, ça reste logique. C'est-à-dire qu'ils sont pas complètement distancés. Ils ont 4 victoires, 7 défaites, quad 1, 4 victoires, 7 défaites, quad 2. C'est moyen, mais ce n'est pas rédhibitoire. Et après, ils sont en 7-1 et 13-4 dans les deux autres quads. Et maintenant, si je vais dans Southern Miss. Southern Miss aussi n'est pas loin. Donc c'est vraiment serré, parce que Southern Miss actuellement, c'est en RPI, c'est 41, donc 2 positions derrière James Madison. En termes de bilan global, c'est meilleur que James Madison. Ils sont en 31-17, James Madison en 28-19. En termes de quad, ça serait, je vois du 6-6 face au quad 1, donc c'est bien. 9-6, quad 2, c'est très bien. 3-2, c'est moins bien par contre quad 3. Et 13-3, c'est bien quad 4. Donc j'hésite entre James Madison et Southern Miss. J'ai pas les calendriers qui restent pour ces deux équipes, mais je vais prendre Southern Miss du coup. Donc ça va être Coastal Carolina, Southern Miss, Louisiana et Troy pour moi. On en est déjà à plus d'1h30, donc encore une fois, merci de m'écouter et bravo aux plus courageux et courageux d'entre vous. On n'a plus que 2 conférences, hein, pour finir ça, et après je ferai la bulle très rapidement. On va partir du côté de l'Ouest, hein, on va dans la West Coast Conference, la WCC, la conférence notamment de Gonzaga quand on parle de basket, surtout sur ces dernières années. Mais pas que, hein, attention. On va regarder un peu tout ça. Je pense justement que pour la WCC, il n'y aura pas Gonzaga. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et malheureusement, vu les RPI que je vois Gonzaga, ils sont dans les 100 et quelques, hein, 160 et quelques même. Portland sont 79, c'est pas si loin, mais ils ne sont pas en tête dans cette conférence. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois les RPI, il n'y a que San Diego, avec son très très bon RPI pour le coup, hein. San Diego, je l'avais vu tout à l'heure, je vais vous le redire. Alors j'ai eu peur, parce qu'il y a aussi UC San Diego dans le Big West, et je suis tombé sur UC San Diego qui a un RPI bien plus modeste. Mais pour San Diego, actuellement, ils sont en 25e position en termes de RPI, avec un bilan global de 34-13. À partir de quad 2, c'est plutôt bien. Il n'y a que le quad 1 qui est un peu négatif, mais encore une fois, pour une mid-major, il n'y a rien d'éliminatoire, on va dire. 2 victoires, 5 défaites au quad 1. Mais par contre, comme je dis, hein, le reste, c'est quoi? C'est Portland qui aurait pu, par exemple, s'ils avaient un meilleur RPI, pouvoir permettre d'avoir 2 bids, dont l'automatique bien sûr, hein, en West Coast Conference. Là, c'est pas le cas, et du coup, je vais partir sur San Diego, qui domine la conférence, qui a un RPI qui est bien plus intéressant.
enfin qui est très très bien même. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. San Diego pour la WCC. Et on termine rapidement avec un passage du côté de la WAC, la fameuse WAC, où il n'y a pas que des équipes WAC, pour faire un jeu de mots pour ceux qui comprennent la private joke. Au contraire, ils ont plutôt des équipes sympas, mais pour moi, il y a une équipe qui est quand même au-dessus du lot. C'est Grand Canyon, GCU. Bon, je les ai surtout suivis en début de saison pour être complètement franc et honnête avec vous, mais je pense pas que ça a changé. Je les ai vus notamment faire des très belles performances face à Ohio State ou d'autres équipes de conférences plus réputées. Ils avaient perdu face à Nebraska, c'est vraiment Big Ten, mais ils avaient quand même montré sur le début de saison des choses très solides. Et la épreuve en est déjà, ils sont largement en tête de leur conférence. Ils ont quasiment 4 matchs d'avance sur le deuxième, qui est Abilene Christian. En plus de ça, en termes de RPI, je pense qu'il n'y a que Grand Canyon qui pourrait peut-être, je vérifie, non même pas, ils sont quand même, ouais, donc c'est la preuve que j'ai pas, c'est la preuve, vous voyez, que je n'ai pas suivi sur le long terme de la saison Grand Canyon, dans le sens où leur RPI a largement chuté pendant un moment. Là, ils sont remontés. Je vois que là, ils sont remontés sur la semaine dernière, mais que auparavant, il y avait une forte chute. En termes de RPI, ils sont donc en 88e position. Donc ça permet pas, en étant la meilleure équipe de la WAC, hein, c'est le meilleur RPI aussi de la WAC, ça va pas permettre d'avoir plus d'un bid qui sera l'automatique. Et comme on part sous cette logique hein, du meilleur, de la meilleure équipe actuelle, c'est Grand Canyon, donc ça sera Grand Canyon pour la WAC. Voilou. Donc maintenant qu'on a toutes les équipes que je vois, on va déjà un peu compter hein, le nombre d'équipes qu'on a. Après ce compte, on va voir hein, si on a la chance, j'y crois pas trop, mais si on a la chance d'avoir pile 64 équipes, bah on va pouvoir s'arrêter là. Je ferai bien sûr un arrêt sur image hein, des 64 équipes. Peut-être je vais faire un truc un peu plus visuel sur YouTube pour que vous ayez à la fin le récapitulatif en image. Et puis je pense que quand je vais aussi partager hein, les liens, il y aura donc cette même image partagée certainement directement sur les réseaux sociaux hein, à côté du partage donc des liens de podcast et de YouTube. Mais on va commencer par compter, hein, tout d'abord. Eh bien, je vous ai un peu voilà, coupé la partie où je comptais. Hein. Je ne vais pas vous faire le compte en direct, mais après le décompte. Il s'avère qu'on n'est pas si loin, parce que j'ai 63 équipes au lieu des 64 demandées. C'est-à-dire que j'ai peut-être été un peu sévère hein, dans mes comptes, dans mon nombre de bids par ligue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amener on va dire la prochaine équipe qui selon moi va se qualifier parmi les oubliés. Pour ce faire, je vais être rapide vu le moment dans lequel on est par rapport au podcast et je vais simplement en fait choisir par rapport à ce que j'ai dit auparavant pour vous, mais pour moi c'est parce que j'aurais donc revu en fait hein, un peu les équipes qui pourraient pourquoi pas être parmi les qualifiés. Donc pour faire simple, hein, j'ai deux choix principaux qui s'ouvrent à moi. J'ai regardé un peu les RPI et compagnie, et en gros c'est soit je repêche une équipe supplémentaire de la Sunbelt, c'est-à-dire qu'il serait le 5, ce qui a priori fait sens hein, pour moi dans le sens où encore une fois la Sunbelt a fait une meilleure saison, il y a globalement des meilleurs RPI dans sa tête, hein, parmi ces équipes de tête, que la Pac-12. La Pac-12 en a 4, la Sunbelt en a 4 actuellement dans mes projections, donc pourquoi pas ajouter donc James Madison en tant que 5e membre. L'autre alternative que j'ai, c'est d'ajouter une autre équipe à la ACC. J'ai vu que Louisville fait une très bonne saison. Louisville, le seul truc qui est un tout petit peu rédhibitoire, c'est son RPI. Mais son RPI n'est pas en dessous. Je vais vérifier en même temps que je parle. Mais je vérifie tout de suite. Louisville, mes amis de Louisville, ils sont 57e en termes de RPI. Et je remets James Madison. James Madison est quand même largement au-dessus, ouais. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc finalement, je suis pas si loin que ça de la vérité. Donc en gros, comme je répète, j'hésite entre James Madison, c'est-à-dire ajouter une 5e équipe à la Sunbelt, ce qui fait largement sens, et ajouter donc une autre équipe, je pense que ça devrait être la 9e à la ACC en Louisville. Mais j'ai comparé les RPI des deux équipes, James Madison est à un RPI de 39, tandis que Louisville a un RPI de 57. Quand je regarde un peu les quadrants, bon, je vais regarder le bilan globaux. Donc James Madison 28-19, Louisville, les amis de Louisville, 29-19, ça se vaut. Après, je regarde directement les victoires en termes de quadrant. Quad 1 pour Louisville, c'est 7 victoires, 11 défaites. Quad 1 pour James Madison, c'est 4-7, donc j'ai un meilleur ratio.
Et encore une fois, il y a 18 positions d'écart en termes de RPI. Il reste pas assez de matchs, je pense, en termes de saison régulière. Et James Madison, il faut le savoir, ils ont quand même bien chuté parce qu'à un moment, ils avaient un RPI qui était dans les 20 et quelques, hein, enfin, en termes de position. Donc ils ont bien chuté là récemment, ce qui fait qu'ils ouvrent un peu cette comparaison avec Louisville. Mais malgré tout, je vais partir sur James Madison. Donc j'ai ajouté une nouvelle équipe, une cinquième équipe, pour clôturer en fait mon Field of 64, une cinquième équipe qui viendra de la Sunbelt. Ce qui est marrant en fait, c'est que quand je prenais les équipes au fur et à mesure, j'avais l'impression que j'étais trop généreux et que j'allais me retrouver avec une grosse bulle et vous expliquer en fait c'est quoi la bulle. Donc malheureusement il n'y aura pas de bulle pour vous, mais bon je pense qu'après une heure quasiment, peut-être 30-40 de podcast, je pense que vous en avez par-dessus la tête même d'une bulle ou quoi que ce soit, mais je peux vous expliquer en 30 secondes. En général, quand on fait des projections, ou même quand le comité de sélection sélectionne, ou qu'on a on va dire les projections un peu des professionnels, on a souvent en fait aussi une projection de ce qu'on appelle la bulle, c'est-à-dire les équipes qui sont à date les dernières, qui sont de justesse, les dernières qualifiées entre guillemets, et les 4 équipes qui les suivent, qui sont les premières entre guillemets éliminées. Et chaque semaine, on voit un peu que ça change en fonction des résultats de chacun. Et ce jeu-là, entre guillemets, se fait quasiment chaque semaine jusqu'à l'annonce officielle, en fait, tout simplement des 64 équipes. On le voit beaucoup au basket, comme je le disais auparavant, et ça se fait également au baseball. Donc là, la chance a voulu que j'ai été un peu radin, c'est-à-dire que j'ai pris même moins d'équipes que une de moins, c'est pas dramatique, mais moins d'équipes que les 64 minimum, ce qui me permet d'éviter de devoir un peu travailler sur cette bulle. Mais vous voyez, de la même façon que de la comparaison que je viens de faire entre Louisville et James Madison pour voir qui je prenais, j'allais faire un peu ce jeu-là, mais entre chacune on va dire des 8 équipes de ma bulle, quoi, si ça fait sens. Donc voilou, j'espère que cet exercice, ce jeu-là, sera resté quand même assez ludique. Je sais que ça a été très long, et qu'en plus de ça, comme c'est pas un truc interactif, dans le sens où on fait pas un live très clairement pour jouer à ça, ce qui est dommage, ça pourrait être une idée quand j'aurai vraiment des moyens technologiques et techniques un peu plus conformes, et surtout un calendrier et un temps, un décalage horaire un peu moins flagrant. Mais ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus interactif et beaucoup plus jouissif à jouer ensemble que moi de le faire tout seul via un podcast. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de voir un peu comment on peut goupiller ce genre de choses et un peu se prendre pour les sélectionneurs, en fait pour le comité de sélection, un peu à leur place et quelques semaines avant la vraie sélection. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous le verrez de toute façon avant même que vous tombiez sur ce que je vais dire maintenant, mais ça sera certainement chapitré. Je répète une dernière fois, il y aura aussi une image d'une sorte de tableau qui va récapituler un peu toutes ces équipes-là. Et j'ai envie de dire que sur tous ces bons mots, tout simplement, je vais vous dire à très bientôt. Restez connectés, on arrive dans le clutch, donc l'excitation est à son comble, ou à son paroxysme, je ne sais plus. Mais bref, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt, allez, ciao. The 2-2.